Je m'appelle Julien. J'ai 28 ans. Il y a seulement 3 ans, ma propre chair et mon propre sang ont orchestré une trahison financière massive et calculée qui m'a laissé dormir sur un canapé cassé et d'emprunt, tandis que mon frère aîné menait une véritable vie de millionnaire en utilisant mon nom. Alors que j'étais complètement fauché, faisant des doubles gardes jusqu'à ce que mes pieds saignent et survivant avec des nouilles instantanées rancies, mes parents et mes frères s'asseyaient en riant de ma misère. Ma propre mère a même dit à ma grand-mère, « Julien est mentalement instable. Ne lui envoyez pas un seul centime. » Ils m'ont humilié dans mon dos, ont assassiné ma réputation et ont volé tout mon avenir uniquement pour financer le train de vie luxueux de mon frère. Mais il y avait quelque chose qu'ils ignoraient. Quelque chose qui allait détruire leur petite vie parfaite et arrogante. Ma grand-mère avait secrètement acheté une propriété immobilière d'1 million de dollars entièrement à mon nom. Et lorsqu'elle est revenue de l'étranger à l'improviste, accompagnée d'un avocat redoutable et impitoyable, c'est soudainement ma famille qui s'est retrouvée à supplier à genoux. Avant que je ne vous raconte exactement comment j'ai démantelé leur faux empire pièce par pièce, appuyez sur le bouton « J'aime » si vous croyez vraiment que le karma vient toujours réclamer ses dettes. Et s'il vous plaît, laissez un commentaire ci-dessous pour me dire depuis quel état ou pays vous me regardez aujourd'hui. Votre soutien représente absolument tout pour moi. Maintenant, revenons au moment exact où mon monde entier a basculé. C'était le jour de Thanksgiving. L'air à l'intérieur de la vaste maison de banlieue impeccablement décorée de mes parents sentait la dinde rôtie, les bougies coûteuses à la cannelle et cette tension lourde et étouffante que j'avais connue toute ma vie. J'étais assis tout au bord du canapé floral du salon. C'était exactement le même endroit que j'occupais toujours. L'extrême bord des coussins, jamais complètement installé, jamais vraiment le bienvenu. Je portais un pull anthracite délavé et bon marché que j'avais acheté dans une friperie 2 ans plus tôt, parce que c'était le seul vêtement décent qu'il me restait. Le poignet gauche s'effilochait, et je rentrais sans cesse les fils qui dépassaient à l'intérieur de ma manche pour que ma mère ne fasse pas de remarques passives-agressives sur mon apparence. De l'autre côté de l'immense salon, mon frère aîné Nathan était appuyé contre le manteau de cheminée en pierre sur mesure. Il tenait un verre de bière artisanale importée et riait bruyamment d'une plaisanterie privée que mon père Richard venait de faire sur le marché boursier. Nathan portait une lourde montre de créateur en argent qui accrochait la lumière à chaque mouvement de son poignet. Sa femme, Victoria, était assise dans le fauteuil en cuir moelleux à côté de lui. Elle faisait défiler négligemment l'écran de son téléphone, levant parfois la main pour exhiber sa manucure fraîche et incroyablement chère. Ils étaient l'image absolue de la réussite américaine, l'enfant chéri et sa parfaite épouse de la haute société. J'étais le raté de la famille, ou du moins c'était le rôle qui m'avait été attribué de force depuis que j'étais en âge de marcher. J'étais assis là en silence, fixant le plateau de fromage extravagant sur la table basse qui coûtait probablement plus cher que mon budget d'épicerie hebdomadaire entier. Je me sentais complètement invisible. Mon père a versé un autre verre de vin pour Nathan, ignorant totalement mon verre d'eau vide. Ma mère s'affairait dans la cuisine, se plaignant à haute voix de la difficulté de préparer un repas de fête pour des gens qui ne l'appréciaient pas. C'était la même dynamique toxique que j'avais subie pendant 28 ans, et j'avais simplement appris à ravaler ma douleur et à me taire. Puis la sonnette a retenti. C'était un son sec et soudain qui a immédiatement coupé le jazz doux diffusé par les haut-parleurs du salon. Ma mère, Suzanne, a essuyé ses mains sur son tablier d'un blanc immaculé et s'est dirigée vers la grande entrée, marmonnant entre ses dents à propos des voisins qui interrompent toujours les dîners de fête. Je vous jure que si c'est encore le président du syndicat de copropriété qui se plaint du stationnement dans la rue, je vais perdre la tête, a maugréé ma mère en tournant la poignée de porte en laiton. Mais lorsqu'elle est revenue dans le salon quelques instants plus tard, elle n'avait pas l'air agacée. Elle avait l'air complètement terrifiée. Son visage était totalement vidé de son sang. Ses yeux étaient écarquillés et ses mains tremblaient visiblement. On aurait dit qu'elle venait de voir un fantôme sur son perron. La suivant de près, entrant dans la maison chaleureuse aux senteurs de cannelle avec la force d'un ouragan de catégorie 5, se trouvait ma grand-mère, Béatrice. Je n'avais pas vu grand-mère Béatrice depuis 3 longues années. Elle avait vécu à Singapour grâce à un contrat de conseil d'entreprise colossal et extrêmement lucratif. Elle était exactement comme dans mes souvenirs, peut-être même encore plus impressionnante. Elle avait une posture parfaitement droite, des yeux bleus perçants qui ne manquaient absolument rien et une expression capable de fendre de l'acier massif. Elle portait un manteau de laine ajusté et tenait fermement son sac en cuir rigide devant elle. Mais elle n'était pas seule. Juste derrière elle se tenait un homme grand et imposant dans un costume gris méticuleusement coupé. Il tenait une mallette en cuir épais et usé.
Il avait l'attitude froide et imperturbable d'un homme habitué à gérer des désastres à haut risque au quotidien. Le salon tout entier est devenu complètement, terrifiantement silencieux. On aurait pu entendre une épingle tomber sur le plancher en bois franc. Nathan a cessé de rire instantanément. Son sourire s'est totalement effacé. Mon père s'est figé, un craqueur suspendu à quelques centimètres de sa bouche. Victoria s'est redressée, le regard inquiet passant nerveusement de ma grand-mère à l'inconnu imposant en costume. Grand-mère a finalement réussi à articuler Nathan, sa voix se brisant légèrement, brisant net son personnage confiant de fils prodigue. Il s'est raclé la gorge et a réessayé, forçant un sourire douloureusement faux. Nous n'avions absolument aucune idée que tu étais de retour au pays. Quelle merveilleuse surprise. Laisse-moi prendre ton manteau. Il a fait un pas en avant, tendant une main. Béatrice ne l'a même pas regardé. Elle n'a pas scié. Elle n'a pas retiré son manteau. Elle est passée droit devant Nathan, est allée se placer en plein centre du salon et a braqué ses yeux directement sur mon père. La température dans la pièce a semblé chuter de 20 degrés. Avant que quiconque ne s'assoie pour dîner, a dit Béatrice. Sa voix était d'un calme terrifiant, dénuée de toute chaleur ou affection familiale. J'aimerais que quelqu'un dans cette pièce m'explique quelque chose. Elle a tourné la tête lentement, regardant directement ma mère, puis mon père, avant de pivoter pour fixer directement le visage soudainement pâle de Nathan. Pourquoi y a-t-il un couple de personnes âgées qui vit dans la maison au bord du lac d'1 million de dollars que j'ai acheté pour ton frère? Le silence qui a suivi cette question était si absolu, si incroyablement pesant, qu'on aurait dit que tout l'oxygène avait été aspiré hors de la pièce. J'ai cessé de respirer. Mon cœur cognait si fort contre mes côtes que j'ai cru que ma poitrine allait éclater. J'ai agrippé le tissu de mon pull bon marché, regardant autour de moi dans la pièce, totalement et profondément désemparé. « De quoi parles-tu, grand-mère » ai-je demandé. Ma voix sonnait faible, presque comme celle d'un enfant effrayé. Je me suis levé lentement du bord du canapé. Je ne possède aucun bien immobilier. Je n'ai pas de maison. Je dors actuellement sur un canapé défoncé dans l'appartement de mon cousin Félix parce que je ne peux même pas me payer un studio. Quelle maison au bord du lac? J'ai vu le visage de mon frère virer à une teinte grise et nauséabonde de cendre. Il avait l'air absolument terrifié. C'était exactement la même tête qu'il faisait quand nous étions enfants et qu'il cassait quelque chose de cher, juste avant de formuler un mensonge pour rejeter entièrement la faute sur moi. Victoria le regardait, le front plissé par une totale confusion. Nathan a ouvert la bouche pour parler, mais aucun son n'est sorti. Il est resté là, ouvrant et fermant la bouche comme un poisson hors de l'eau. Ma mère s'est avancée, les mains tremblant si fort qu'elle a dû les joindre fermement devant son tablier. « Béatrice, s'il te plaît » a balbutié ma mère, d'une voix aiguë et frénétique. C'est un immense malentendu. Asseyons-nous dans la salle à manger et expliquons tout. Nous ne faisions que gérer la situation. Julien a eu des difficultés ces derniers temps et nous avons dû intervenir. Grand-mère Béatrice a plissé les yeux. Son expression est devenue de la pure glace impitoyable. Vous n'allez rien m'expliquer aujourd'hui, Suzanne, a tranché Béatrice, sa voix claquant comme un fouet. C'est exactement pour cela que j'ai amené quelqu'un qui explique les choses bien mieux que vous. Elle s'est écartée, laissant l'homme en costume gris s'avancer pleinement au centre de la pièce. Il a marché vers la table basse et a posé délibérément sa lourde mallette en cuir juste à côté du plateau de fromage coûteux et intact. Il a ajusté ses fines lunettes à monture métallique et a regardé mes parents et mon frère avec le genre de dégoût professionnel habituellement réservé aux criminels condamnés. « Bonjour » a dit l'homme. Sa voix était fluide, mesurée et totalement dépourvue d'empathie. « Je m'appelle Maître Harrison. Je suis ici pour représenter Madame Béatrice Harper dans une affaire d'une extrême urgence financière, et j'ai ici l'acte de propriété notarié original pour le bien immobilier en question. » Il a déverrouillé la mallette. Le clic métallique sonore a résonné dans le salon silencieux comme le chien d'une arme chargée qu'on arme. Pour vraiment comprendre comment un dîner de Thanksgiving traditionnel en famille s'est transformé en une exécution juridique brutale, vous devez comprendre les 3 années de pur enfer immaculé que j'ai vécu jusqu'à cet instant précis. Vous devez comprendre comment ma propre chair et mon propre sang m'ont lentement, méthodiquement et méchamment effacé de ma propre vie pour s'en mettre plein les poches. En grandissant dans le foyer des Harper, il y avait toujours eu une division claire et indéniable. Nathan était l'investissement ultime. J'étais le fardeau malencontreux. Nathan était l'athlète vedette,
l'élève charismatique du lycée, celui dont mes parents se vantaient fièrement à chaque réunion de copropriété et à chaque dîner du club privé. Ils le traitaient comme un prince absolu. Mes parents ont joyeusement vidé leurs économies personnelles et ont presque liquidé tout leur plan de retraite pour payer les frais de scolarité hors de l'état de Nathan dans une université privée prestigieuse. Ils lui ont acheté une voiture neuve et étincelante pour sa remise de diplôme du secondaire afin qu'il n'ait pas à prendre le bus. Ils lui ont acheté des costumes sur mesure pour ses stages. Ils ont financé toute son existence. Quand est venu mon tour d'obtenir mon diplôme d'études secondaires, le discours a radicalement changé du jour au lendemain. Mon père m'a assis à la table de la cuisine et m'a dit qu'il ne restait absolument aucun fonds universitaire pour moi. Il m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit que je devais apprendre la valeur du travail acharné et de la responsabilité, et que contracter des prêts étudiants forgerait mon caractère. J'ai fini par me noyer sous 35 000 $ de dettes à taux d'intérêt élevés avant même de monter sur l'estrade pour recevoir mon diplôme universitaire. Je ne me suis jamais plaint. Je n'ai jamais crié. J'ai simplement baissé la tête, avalé la pilule amère du favoritisme et travaillé aussi dur que je pouvais. Mais peu importait ce que j'accomplissais, peu importait à quel point j'essayais de les rendre fiers, ce n'était jamais suffisant pour gagner une seule once de leur respect. Il y a 3 ans, ma vie difficile est passée du mauvais au fond du gouffre absolu. L'entreprise de logistique pour laquelle je travaillais comme analyste junior a soudainement fait faillite. J'ai perdu mon emploi, mon assurance maladie et l'intégralité de mon salaire du jour au lendemain. La semaine suivante, la société de gestion immobilière propriétaire de mon complexe d'appartements a augmenté mon loyer de 400 $ par mois. J'étais complètement anéanti. J'avais 22 $ sur mon compte courant et une montagne de dettes étudiantes. J'étais terrifié. Dans un moment de pur désespoir, j'ai appelé mes parents. J'ai ravalé ma fierté, composant leur numéro les mains tremblantes, espérant qu'ils me laisseraient dormir dans mon ancienne chambre d'enfant pour quelques petites semaines seulement, pendant que j'envoyais désespérément des CV pour me remettre sur pied. Ma mère, Suzanne, a décroché le téléphone. Je n'oublierai jamais de toute ma vie ces paroles glaciales. « Julien, tu es un homme adulte de 25 ans, a-t-elle dit, sa voix suintant un agacement extrême. Nathan et Victoria viennent loger chez nous pendant un mois pendant que leur nouvelle et splendide maison est en rénovation. Nous n'avons tout simplement pas de place pour toi. Tu dois régler cela par toi-même comme un adulte. Ne sois pas si dramatique et dépendant. » Elle m'a raccroché au nez. Je suis resté debout sur le trottoir devant mon appartement, tenant mon téléphone, me sentant complètement brisé. Je n'avais nulle part où aller. Mon cousin Félix, qui vivait dans un minuscule 2 pièces exigu dans les quartiers défavorisés de la ville, a été la seule personne de toute ma famille à avoir pitié de moi. Il m'a laissé dormir sur le canapé de son salon. Ce meuble cassé et affaissé est devenu tout mon univers. Pendant 3 années brutales, j'ai cumulé 2 emplois exténuants simplement pour survivre. Pendant la journée, je restais debout pendant 9 heures d'affilée à travailler dans le commerce de détail au sein d'un magasin de bricolage immense et impitoyable. Je transportais des sacs de béton, je gérais des clients hurlants et je laissais mon responsable me rabaisser simplement pour conserver mon salaire minimum. La nuit, je rentrais à l'appartement de Félix, j'ouvrais mon ordinateur portable bon marché et je faisais de la saisie de données à distance jusqu'à 2 heures du matin. Je fixais des feuilles de calcul interminables jusqu'à ce que mes yeux me brûlent. Ma vision se troublait et mes doigts se crispaient. J'étais épuisé jusqu'à la moelle. Je mangeais des nouilles instantanées rancies et de la soupe en boîte bon marché. Je marchais dans les allées des supermarchés en calculant chaque dollar dépensé. Je marchais 5 kilomètres sous une pluie battante et glaciale simplement pour économiser un ticket de bus à 2 $. J'étais le fantôme d'un être humain essayant simplement d'atteindre le jour suivant. Pendant ce temps, Nathan menait une vie de luxe absolu. Victoria et lui publiaient constamment des photos parfaitement soignées sur les réseaux sociaux. Ils partaient pour de coûteux séjours de ski à Aspen. Ils ont acheté une Porsche flambant neuve d'un noir de jet. Ils publiaient des photos de dîner avec des steaks à 100 $, de dégustation de vins haut de gamme et d'événements VIP exclusifs. La publication qui m'a fait le plus mal, celle qui s'est gravée au fer rouge dans ma mémoire, était la photo d'une magnifique maison au bord du lac. C'était une splendide et vaste propriété dotée d'une immense terrasse en bois surplombant une eau cristalline. Victoria avait posté une photo tenant une coupe de champagne sur cette terrasse avec une légende qui disait « Profitons des incroyables revenus locatifs de notre magnifique nouvel investissement immobilier. Le travail acharné et les choix immobiliers judicieux portent leurs fruits. »
Je me souviens être resté assis sur le canapé de Félix, mangeant des nouilles froides dans un bol en plastique, fixant cette photo sur l'écran fissuré de mon téléphone. J'avais ressenti une jalousie profonde, tordue et laide au fond de mes tripes. Pourquoi Nathan obtenait-il tout si facilement? Pourquoi avait-il des biens d'investissement et une Porsche alors que je devais saigner et suer pour absolument rien? À travers toute cette misère, la seule personne qui me manquait vraiment était grand-mère Béatrice. Elle et moi avions toujours partagé un lien très spécial et tacite. Quand j'étais petit, elle était la seule à remarquer que mes parents favorisaient outrancièrement Nathan. Elle glissait des billets de 20 $ dans les poches de mon manteau, me tapotait la joue et me disait que j'étais intelligent, capable et digne d'être aimé. Juste avant de partir pour sa mission de conseil à Singapour, elle m'avait emmené prendre un café dans un petit restaurant du centre-ville. Elle m'avait tenu la main à travers la table et m'avait regardé droit dans les yeux avec une sincérité absolue. « J'ai arrangé quelque chose de très spécial pour toi, Julien », m'avait-elle dit doucement. « Quelque chose pour m'assurer que tu sois toujours en sécurité, quoi qu'il arrive. Tu comprendras bien assez tôt. J'ai pris soin de mon petit-fils préféré. » J'avais pensé qu'elle voulait dire qu'elle avait acheté une petite obligation d'épargne ou peut-être mis un peu d'argent liquide de côté dans une enveloppe pour m'aider avec mes prêts étudiants écrasantes. Je l'avais remerciée chaleureusement, sans vraiment saisir l'immense ampleur de ses paroles. Ce café avait été la dernière fois où je l'avais vue. Après qu'elle soit montée dans cet avion pour Singapour, la communication s'était complètement arrêtée. J'avais essayé d'appeler son numéro international des dizaines de fois, mais je tombais toujours directement sur une messagerie vocale générique. Je demandais constamment de ses nouvelles à ma mère, suppliant d'avoir des informations. Suzanne avait toujours une excuse parfaitement ficelée prête pour me faire taire. Ta grand-mère est incroyablement occupée avec ses clients corporatifs exigeants, Julien, disait ma mère d'un ton détaché, sans même lever les yeux de son magazine. Elle n'a ni le temps ni l'énergie de bavarder au téléphone à travers les fuseaux horaires. Elle nous a explicitement demandé de ne pas la déranger. Je te ferai savoir si elle nous contacte. Arrête de me harceler avec ça. Je l'avais cru. J'avais été lourdement conditionné toute ma vie à croire que j'étais un fardeau, une nuisance, une pensée après coup. Il semblait donc parfaitement logique à mon estime de moi endommagée que ma grand-mère soit simplement passée à sa nouvelle vie glamour et m'ait complètement oublié. J'ai cessé de poser des questions. J'ai enfoui cette blessure profonde au fond de ma poitrine et me suis concentré uniquement sur la survie dans ma réalité misérable et épuisante. Je ne le savais pas à l'époque, mais mes parents menaient une campagne d'obstruction hautement coordonnée et incroyablement vicieuse. Ils bloquaient activement Béatrice lorsqu'elle essayait de me contacter, interceptaient les messages et la nourrissaient d'un flot continu de mensonges purement malveillants. Toute cette illusion s'est finalement brisée exactement 2 jours avant ce fatidique dîner de Thanksgiving. Je rentrais à pied de mon quart de travail au magasin de bricolage. Mes pieds me faisaient souffrir dans mes chaussures usées et bon marché. L'air de cette fin de novembre était glacial, mordant à travers ma fine veste. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Je l'ai sorti avec des doigts engourdis. C'était un SMS de ma tante Valérie, la sœur cadette de mon père. Valérie était le genre de personne qui évitait les drames familiaux à tout prix et ne me parlait presque jamais. Le SMS disait, « Julien, je ne suis pas censé faire ça, mais je ne peux plus me taire et regarder cela se produire. Ne dis pas à tes parents que je t'ai envoyé un message. Appelle ce numéro international immédiatement. C'est ta grand-mère Béatrice. Elle est de retour aux États-Unis. » Je me suis arrêté net. J'ai fixé l'écran lumineux. Mes mains ont commencé à trembler si violemment que j'ai failli faire tomber le téléphone. J'ai laissé tomber mon sac de course en plastique contenant des pâtes bon marché sur le trottoir en béton et j'ai immédiatement composé le numéro. Béatrice a décroché à la 2e sonnerie. « Julien » a-t-elle dit. Sa voix n'était pas chaleureuse. Ce n'était pas la grand-mère aimante dont je me souvenais. C'était tranchant, mortel et froid comme la glace. « Où vis-tu exactement en ce moment ?»« Grand-mère » ai-je balbutié, complètement pris au dépourvu par son ton intense. « Je suis en ville. Je loge sur le canapé de Félix. Que se passe-t-il ? Pourquoi ne m'as-tu jamais rappelé pendant 3 ans ?» Je l'ai entendu prendre une profonde inspiration, rauque et furieuse, au bout du fil. « Julien, je me tiens actuellement sur le porche de la maison au bord du lac à Oak Creek, » a-t-elle dit, articulant chaque mot avec une précision mortelle. La maison d'1 million de dollars que j'ai achetée entièrement en espèces il y a 3 ans.
La maison que j'ai mise exclusivement et légalement à ton nom. Je viens de frapper à la porte d'entrée pour te faire une surprise. Un couple de personnes âgées a répondu. Ils m'ont dit qu'ils louaient cette propriété à ton frère Nathan depuis 2 ans et demi. Mon cerveau a complètement disjoncté. J'étais littéralement incapable de traiter les mots qu'elle m'adressait. Quelle maison au bord du lac, ai-je demandé, ma voix tremblant de manière incontrôlable. Grand-mère, je ne possède pas de maison. Nathan possède une maison d'investissement au bord du lac à Oak Creek. Il poste des photos tout le temps sur Internet. Nathan ne possède pas une seule mode de terre sur cette propriété, Julian, a répondu Béatrice, sa voix s'élevant avec une terrifiante fureur légitime. J'ai acheté cette maison pour toi. J'ai légalement transféré l'acte à ton nom la veille de mon départ pour Singapour. J'ai laissé les documents juridiques, le titre et les clés à tes parents pour qu'ils te les remettent. Ils m'ont dit que tu étais trop instable mentalement pour t'occuper d'une maison. Ils m'ont dit que tu avais fait une grave dépression nerveuse et qu'ils devaient gérer la propriété en ton nom jusqu'à ce que tu te remettes de ton épisode psychiatrique. Le trottoir en béton a semblé tanguer violemment sous mes pieds. J'ai trébuché sur le côté et me suis lourdement appuyé contre un bâtiment en briques froides pour m'empêcher de m'effondrer. 3 ans. Pendant 3 années entières, j'avais gelé aux arrêts de bus, mangé des déchets absolus et pleuré jusqu'à m'endormir d'épuisement physique et mental. J'avais coulé sous les dettes, travaillant jusqu'à l'épuisement, et pendant tout ce temps, mon nom légal figurait sur l'acte d'une propriété de luxe d'1 million de dollars. Ma propre famille avait volé mon héritage alors que j'étais littéralement en train de mourir de faim dans la rue. J'ai ressenti une vague soudaine et violente de nausée dans mon estomac. Et puis, alors que la réalité de leur trahison s'imposait véritablement à moi, la nausée a été instantanément remplacée par autre chose. Quelque chose de brûlant, de vif et de totalement inconnu. Une rage pure, absolue et aveuglante. Je viens au dîner de Thanksgiving jeudi, a dit Béatrice, sa voix retombant dans ce calme terrifiant. Tu y seras aussi. Tu porteras ce que tu as. Ne dis pas un seul mot à qui que ce soit avant mon arrivée. Tu agis tout à fait normalement. Tu me laisses gérer cela. Me comprends-tu, Julian? Je comprends, ai-je chuchoté, ma voix sonnant comme celle d'un étranger. J'ai raccroché. Je n'ai pas pris la peine de ramasser mes courses tombées par terre. J'ai marché le reste du chemin jusqu'à l'appartement de Félix, me sentant comme un être humain complètement différent. Le Julian silencieux et soumis, qui s'excusait constamment d'exister, était mort. Le Julian pathétique, qui acceptait les miettes misérables que sa famille lui jetait, avait disparu à jamais. J'ai passé les 48 heures suivantes dans une frénésie silencieuse et calculatrice. Je suis allé travailler au magasin de bricolage. J'ai souri poliment aux clients impolis. J'ai tapé mes interminables saisies de données la nuit. Mais à l'intérieur de ma tête, je rejouais méticuleusement chaque scène. Je me souvenais de chaque regard suffisant et condescendant que Nathan m'avait lancé. Je me souvenais de chaque fois où ma mère m'avait dit que j'étais une déception qui ne travaillait pas assez dur. Il pensait m'avoir enterré profondément sous terre. Il n'avait absolument aucune idée qu'il venait de planter la graine d'une destruction absolue et inarrêtable. Entrer dans la vaste maison de mes parents le jour de Thanksgiving ressemblait à entrer sur une scène de crime immaculé où j'étais la victime principale et où les meurtriers buvaient négligemment du vin cher dans la cuisine, totalement inconscient du fait que la police encerclait le bâtiment. À mon arrivée, Victoria avait ouvert la lourde porte en bois. Elle m'avait toisé de haut en bas, ses yeux parfaitement maquillés s'attardant avec un dédain évident sur les poignets effilochés de mon pull de friperie bon marché. Elle m'avait adressé un sourire crispé et condescendant qui n'atteignait pas ses yeux. « Julian, tu es venu finalement » avait-elle dit, ayant l'air légèrement incommodée par ma présence. « S'il te plaît, essuie bien tes chaussures sur le paillasson. Nous venons de faire cirer les planchers par des professionnels. » J'étais entré dans le salon et avais pris ma place au bord du canapé. Nathan tenait salon près de la cheminée, l'air incroyablement à l'aise, riche et intouchable. « Regardez qui a décidé de nous honorer de sa présence » avait ricané Nathan en buvant une gorgée de sa bière artisanale. « Comment se passe le business de la saisie de données, petit frère? Toujours à taper ta vie dans le noir pour le salaire minimum ?» Mon père, Richard, avait ri en tapotant l'épaule de Nathan. « Laisse-le tranquille, Nathan. Au moins, il a un travail cette année. C'est un progrès par rapport au dernier Thanksgiving. » J'avais regardé mon père, l'homme qui était censé me protéger, me guider et m'aimer.
L'homme qui avait activement, malicieusement conspiré pour voler mon avenir. J'avais serré mes poings de toutes mes forces au fond de mes poches, enfonçant mes ongles profondément dans mes paumes jusqu'à ce que cela fasse mal, simplement pour m'empêcher de crier la vérité sur le champ. Je vais très bien, avais-je répondu calmement. Je n'avais pas eu à attendre longtemps pour que l'exécution commence. Maintenant, debout au milieu du salon, le souvenir de leur arrogance avait un goût de cendre dans ma bouche. Lorsque Béatrice et Maître Harrison ont franchi cette porte, la dynamique du pouvoir dans la pièce a basculé si violemment qu'on pouvait presque sentir la pression de l'air changer dans nos oreilles. Après que Béatrice ait posé sa question fatale d'ouverture concernant le couple de personnes âgées dans la maison au bord du lac, la pièce a sombré dans un chaos de panique totale. « Mère, tu es gravement confuse, » a dit Richard en s'avançant, les mains levées dans un geste désespéré d'apaisement. « Tu as été à l'étranger pendant très longtemps. Le décalage horaire extrême, la fatigue du voyage, cela doit te monter à la tête. Asseyons-nous dans la salle à manger et buvons un verre de vin. Nous pouvons éclaircir cela. » Béatrice n'a pas bougé d'un seul muscle. Elle a fixé son fils aîné avec un dégoût absolu et sans filtre. « Je ne suis pas confuse le moins du monde, Richard, » a-t-elle répliqué sèchement, sa voix résonnant sous les plafonds voûtés. Suzanne s'est précipitée en avant, les larmes aux yeux, posant une main frénétique sur le bras en laine de Béatrice. Béatrice l'a repoussée d'un coup sec, comme si le contact de ma mère était physiquement toxique. « Béatrice, tu dois comprendre le contexte, » a supplié Suzanne, sa voix aiguë et hystérique. Julien n'allait pas bien. Il avait perdu son travail. Il agissait de manière erratique et prenait de terribles décisions. Il n'était pas en état de gérer un bien immobilier, les taxes foncières ou les litiges locatifs. Nous avons dû intervenir. Nous protégions le patrimoine familial. Nous l'avons fait pour son propre bien. Je me suis levé. Je n'avais pas prévu de parler avant que Harrison ne présente les preuves, mais l'audace pure de ses mensonges m'a arraché les mots de la gorge. Je n'agissais pas de manière erratique, ai-je dit. Ma voix était étonnamment forte. Elle était ferme, dure, et elle a imposé le silence dans la pièce. Tout le monde a tourné la tête pour me regarder sous le choc. J'étais fauché parce que j'avais perdu mon emploi suite à la faillite de l'entreprise. Je vous ai supplié de m'aider. Je vous ai supplié de me laisser simplement dormir dans mon ancien lit d'enfant pendant quelques semaines et vous m'avez dit que j'étais dramatique et dépendant. J'ai fait un pas vers ma mère. Suzanne a littéralement reculé d'un pas, me regardant comme si j'étais un dangereux étranger, et non le fils qu'elle avait intimidé pendant des décennies. Tu as dit à grand-mère que j'étais mentalement instable, ai-je poursuivi, ma voix vibrant d'une colère brute et débridée. Vous l'avez convaincu que j'étais fou pour pouvoir détourner une maison d'1 million de dollars et laisser Nathan jouer au faux magnate de l'immobilier pendant que je mourais de faim sur un canapé. Vous n'avez pas protégé un patrimoine, maman. Tu as volé ma vie. Tu as volé ma dignité. Ne parle pas à ta mère sur ce ton dans cette maison, a hurlé Richard, son visage devenant écarlate de rage. Tout ce que nous avons fait, nous l'avons fait pour te protéger de ta propre incompétence flagrante. Tu aurais perdu cette maison en un mois. Maître Harrison s'est raclé la gorge. C'était un son très doux, mais il a instantanément capté l'attention de toute la pièce, réduisant mon père au silence. Harrison a tendu le bras et a ouvert l'épaisse chemise cartonnée qu'il avait sortie de sa mallette. Éloignons-nous de ces justifications émotionnelles et fabriquées pour nous en tenir strictement aux faits juridiques, a dit calmement Harrison. Sa voix était incroyablement posée, rodée et intimidante. J'ai ici l'acte de propriété notarié original de la maison au bord du lac située au 442 Oak Creek Drive. Il a sorti un document blanc impeccable orné d'un sceau en relief et l'a posé à plat sur la table basse, juste à côté du fromage. Il a pointé un long doigt soigné vers la ligne de signature en bas. Comme vous pouvez clairement le voir, si quelqu'un se donne la peine de l'examiner, la propriété a été achetée entièrement en espèces par Madame Béatrice Harper. La propriété a été transférée immédiatement et irrévocablement à Monsieur Julien Harper il y a 3 ans. À aucun moment au cours des 36 derniers mois ce titre n'a été amendé, altéré ou transféré à Nathan Harper, Richard Harper ou Suzanne Harper. Victoria s'est levée de son fauteuil en cuir. Elle semblait complètement perdue, ses yeux scrutant la pièce avec panique. « Attendez, qu'est-ce qui se passe ?» a demandé Victoria, regardant directement Nathan avec effroi. « Nathan, dis-leur qu'ils ont tort. La maison au bord du lac est à nous. Tu m'as dit que nous l'avions achetée ensemble comme investissement.
Tu m'as montré les papiers quand nous avons commencé à recevoir les chèques de loyer. Nathan avait l'air d'être sur le point de vomir directement sur le tapis coûteux. Il a refusé de regarder sa femme dans les yeux. Il fixait ses chaussures de luxe. Victoria, reste en dehors de ça pour l'instant, a sifflé Nathan entre ses dents, la panique perçant dans sa voix. Non, je pense que Victoria devrait être très impliquée dans cette conversation, a lancé sèchement Maître Harrison, coupant la parole à Nathan. Il a plongé la main dans sa mallette et en a sorti une deuxième pile de documents, bien plus épaisse. Parce que selon la définition légale de la fraude, se présenter comme le propriétaire d'un bien que l'on ne possède pas, falsifier des contrats de bail et percevoir des loyers sur ce bien constitue un crime fédéral majeur. Nathan a reculé d'un pas, terrifié. Il a levé les mains. Je ne faisais qu'entretenir la propriété. L'argent du loyer ne faisait que couvrir les taxes foncières, l'assurance et les charges de copropriété. Je rendais un immense service à Julian. La maison serait tombée en ruine sans moi. Harrison n'a même pas scié. Il a tourné la première page de sa pile de documents, nullement troublé par les mensonges désespérés de Nathan. Les taxes foncières sur le domaine d'Oak Creek s'élèvent exactement à $3 200 par an, a lu Harrison à voix haute, projetant clairement sa voix. Les frais de copropriété sont exactement $2 000 par an. L'assurance tout risque et l'entretien de base tournent en moyenne autour de $2 000 par an. Harrison a levé les yeux, fixant directement les yeux fuyants et terrifiés de Nathan. Vous avez facturé au locataire $4 000 par mois pendant 2 ans et demi. Cela équivaut à environ $120 000 de loyer brut perçu. Harrison a nonchalamment claqué la pile de relevés bancaires sur la table basse. Ces chiffres sont très loin de correspondre, Nathan. Où est le reste de l'argent? La pièce s'est mise à tourner autour de moi. $120 000. J'avais calculé mon budget d'épicerie au centime près. J'avais marché dans la neige parce que je ne pouvais pas me payer un ticket de bus à $2. Et mon frère aîné avait empoché plus de $100 000 de mon argent pour s'acheter des voitures de luxe et des voyages au ski. C'est allé dans la maison, a crié Richard, s'interposant devant Nathan comme s'il protégeait un enfant en bas âge. Il y a eu de grosses réparations. Le toit devait être refait. La terrasse avait besoin d'être traitée. Arrête de mentir, Richard, a dit froidement Béatrice. Elle a glissé la main dans son sac en cuir et a sorti son smartphone. Tu veux parler de l'endroit où l'argent est allé? Parlons des messages que tu m'as délibérément envoyés pour couvrir vos traces. Béatrice a déverrouillé son téléphone, ajusté ses lunettes de lecture et a commencé à lire directement depuis son écran. Message de Richard Harper, daté du 14 octobre de l'année dernière, a lu Béatrice, la voix posée et impitoyable. Mère, ne contacte pas Julian. Il traverse une grave crise de santé mentale. Nous explorons actuellement les options pour une hospitalisation psychiatrique. Lui envoyer de l'argent ne ferait que financer ses habitudes destructrices. Nous gérons la maison au bord du lac jusqu'à ce qu'il soit mentalement stable. Ma mère a poussé un hoquet sonore, couvrant sa bouche de ses 2 mains, les yeux écarquillés d'horreur en réalisant que Béatrice avait gardé toutes les preuves. Béatrice a fait défiler l'écran avec calme. Message de Suzanne Harper, daté du 3 février, Béatrice, Julian s'est présenté à la maison aujourd'hui en exigeant de l'argent liquide et en hurlant. Nous avons dû le renvoyer. Cela me brise le cœur, mais il est complètement déséquilibré et agressif. Dieu merci, Nathan a pris les choses en main pour gérer la propriété, sinon Julian l'aurait vendu pour 3 sous pour s'acheter Dieu sait quoi. J'ai fixé ma mère avec une totale incrédulité. Je ne m'étais jamais présenté à leur maison pour exiger de l'argent. Je ne leur avais pas parlé depuis 6 mois à cette date-là. J'avais travaillé en double garde au magasin de bricolage le 3 février. Ils avaient entièrement fabriqué un récit détaillé de ma prétendue folie simplement pour éloigner Béatrice de moi. Tu lui as dit que j'étais fou, ai-je chuchoté dans le silence. La trahison était si profonde, si viscérale. C'était physique, comme une lame rouillée que l'on tournait entre mes côtes. Vous lui avez dit que j'étais un toxicomane ou quelqu'un de violent. Vous m'avez dépeint comme un monstre auprès de votre propre mère. Richard a dégluti difficilement. Sa pomme d'Adam a oscillé. Il a regardé le sol, incapable de soutenir mon regard. C'est toi qui as signé le faux contrat de bail, Suzanne, a soudainement lâché Richard, se retournant sauvagement contre sa propre femme pour se sauver lui-même. Ne reste pas là à jouer les innocentes. Toi et Nathan avez créé le compte bancaire fictif pour les virements de loyer.
C'était ton idée de garder l'argent supplémentaire. Je n'ai fait que ce que tu m'as dit de faire, a hurlé Suzanne en réponse, les larmes coulant sur son visage, son maquillage parfait détruit. Il se déchirait agressivement comme des rats acculés. La façade familiale parfaite et soignée s'effondrait en poussière sous mes yeux. Ces personnes qui avaient passé leur vie entière à me faire sentir insignifiant et sans valeur s'entre-déchiraient à présent pour éviter d'endosser la responsabilité de crimes fédéraux. Et le pire absolu était encore à venir, car Maître Harrison n'en avait pas terminé. Il avait une dernière révélation massive qui attendait dans sa mallette, et elle était sur le point de détruire définitivement le mariage de Nathan. Le salon ressemblait à une véritable zone de guerre. Mes parents se criaient dessus violemment, leur voix résonnant sous les plafonds voûtés et étouffant la musique de jazz douce qui continuait de jouer en arrière-plan. Nathan était complètement acculé contre la cheminée en pierre, totalement silencieux, le visage pâle et luisant d'une sueur de panique. Victoria se tenait près de l'arcade, les bras si fermement croisés sur sa poitrine que ses jointures étaient blanches, regardant la famille riche et parfaite qu'elle avait épousée imploser dans un déshonneur total. Je suis resté parfaitement immobile pour la première fois en 28 ans d'existence. Je ne cherchais pas à fuir le conflit. Je n'essayais pas de me rendre invisible ou de m'excuser d'avoir causé une scène. J'ai laissé leur panique m'envahir, ressentant un sentiment incroyablement sombre et gratifiant de vindication absolue. Chaque larme versée par ma mère, chaque goutte de sueur sur le front de Nathan avait le goût d'une parcelle de justice. Maître Harrison a attendu patiemment que les cris finissent inévitablement par s'apaiser. Lorsque mes parents ont enfin manqué de souffle et sont restés là, haletants et se fusillant du regard avec une haine pure, Harrison a levé la main et a ajusté nonchalamment ses lunettes à monture métallique une fois de plus. Si la dispute domestique est temporairement suspendue, a déclaré Harrison, sa voix suintant d'un sarcasme lourd et condescendant, j'aimerais aborder le problème le plus critique et le plus dangereux sur le plan juridique. La question des locataires illégaux qui occupent actuellement la propriété de Julian. Victoria a froncé profondément les sourcils et a fait un pas hésitant en avant. Comment ça, des locataires illégaux? Nathan m'a dit qu'il avait trouvé un charmant couple de retraités pour louer la propriété. Il a dit qu'ils avaient un excellent crédit et qu'ils étaient des amis de la famille. Il m'a montré les vérifications d'antécédents. Béatrice s'est tournée pour regarder Victoria. Pendant une fraction de seconde, j'ai vu un éclair de véritable pitié dans les yeux bleus perçants de ma grand-mère. Victoria, ma chère, a dit doucement Béatrice, son ton changeant complètement. Connais-tu par hasard les noms des personnes qui vivent dans cette maison? Victoria semblait extrêmement confuse et a secoué la tête. Nathan gère toute la partie locative de notre portefeuille. Je sais juste que c'est un couple âgé venu d'une autre ville. Pourquoi leur nom a-t-il de l'importance? Harrison a pris une autre pochette, beaucoup plus fine, sur la table basse. Il l'a ouverte, en a sorti une photocopie claire d'un contrat de bail et s'est avancé pour la tendre directement à Victoria. Je vous suggère fortement de lire les noms inscrits sur la ligne de signature des locataires en bas de la page 4, madame, a calmement ordonné Harrison. Victoria a pris la feuille d'une main tremblante, ses yeux parcourant le document juridique. Je suis resté là et j'ai regardé son expression faciale passer d'une légère confusion à une dévastation totale en l'espace de quelques secondes. Ses mains se sont mises à trembler si violemment que le papier épais claquait de manière audible dans la pièce silencieuse. Non, a chuchoté Victoria. Le mot s'est à peine échappé de ses lèvres. Elle a levé les yeux, fixant Nathan avec des yeux écarquillés, horrifiés et injectés de sang. Nathan, dis-moi tout de suite que c'est un faux document. Nathan a fermé les yeux très fort et a détourné la tête, fixant l'âtre éteint de la cheminée. Il ne pouvait même pas regarder sa femme. Qu'est-ce que ça dit, a exigé Richard en s'approchant de Victoria, tentant de lui arracher le papier des mains. Victoria l'a complètement ignoré. Elle a froissé le document juridique dans son poing, a traversé le salon d'un pas décidé et a poussé Nathan de toutes ses forces contre la poitrine. Nathan a trébuché en arrière, heurtant son épaule contre le manteau de pierre. Tu as loué la maison à mes parents, a hurlé Victoria. Le son était guttural, brut et plein d'un déchirement absolu. Tu as fait payer à mon père et à ma mère $4000 par mois pour vivre dans une maison qui ne t'appartenait même pas légalement. La pièce est redevenue totalement silencieuse. La révélation m'a frappé comme un train de marchandises à pleine vitesse. Thomas et Martha, les parents de Victoria. C'étaient les personnes les plus douces, les plus travailleuses et les plus authentiques que j'ai jamais rencontrées. Ils avaient exercé des métiers manuels éreintants toute leur vie pour offrir une vie décente à Victoria.
Quand Nathan et Victoria s'étaient mariés, Thomas avait prononcé un discours magnifique et émouvant lors de la réception, disant à quel point il était fier d'accueillir un homme honnête et travailleur comme Nathan dans leur famille. Et Nathan s'en était pris à eux sans scrupule. Il avait délibérément exploité ses propres beaux-parents, leur réclamant un loyer exorbitant sous le prétexte écœurant de leur faire une fleur familiale sur une propriété de luxe pour les aider à réduire leur train de vie pour leur retraite. Victoria, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer, a supplié Nathan en levant les mains d'un geste défensif, la voix brisée. Il cherchait un endroit plus petit. La maison au bord du lac était complètement vide. C'était logique. L'argent allait sur notre compte joint. Cela a payé ta nouvelle voiture. Cela a payé nos vacances à Aspen. Nous avions besoin de ce revenu supplémentaire. Victoria l'a giflé. Le claquement violent de sa main contre sa joue a résonné sèchement dans la pièce. Une trace rouge vif est immédiatement apparue sur le visage de Nathan. Mon père a vendu son pick-up Ford vintage des années 70 pour pouvoir payer le dépôt de garantie que tu as exigé d'eux, a sangloté Victoria, hystérique, la voix brisée. Ils ont puisé dans leur épargne retraite parce que tu leur as dit que le prix du marché était bien plus élevé et que tu leur faisais une énorme faveur. Tu as volé mes parents pour acheter une Porsche afin de te pavaner devant tes stupides amis du club de golf. Nathan semblait totalement pris au piège. Le fils prodigue arrogant n'avait plus nulle part où fuir. Il avait brûlé absolument tous les ponts dans cette pièce. Harrison s'est avancé, s'interposant entre Victoria et Nathan, conservant son attitude froide et terrifiante de professionnalisme. La situation juridique est extraordinairement claire, a déclaré Harrison, s'adressant à Nathan et à mes parents d'une voix sans merci. Nathan Harper a commis de multiples actes documentés de fraude immobilière, de vol qualifié et de fraude électronique fédérale. Richard et Suzanne Harper sont légalement complices en tant que co-conspirateurs actifs ayant sciemment facilité la tromperie de la véritable propriétaire du bien, Madame Béatrice Harper, par le biais de communications électroniques documentées. Harrison a regardé directement Nathan, le clouant sur place de son regard. Vous avez exactement deux options, a dit Harrison, sa voix tombant à un niveau d'une gravité absolue. Option A, vous restituez immédiatement les 120 000 $ que vous avez volés à Julian. Chaque centime. Vous signez un aveu de culpabilité complet et juridiquement contraignant, et vous cédez le titre de propriété de vos véhicules personnels, y compris la Porsche. Ainsi que tous vos actifs liquides pour couvrir la dette que vous ne pouvez pas payer immédiatement en espèces. De plus, vous libérez votre résidence principale actuelle. Car nous disposons de preuves de traçabilité financière démontrant que l'apport initial pour votre maison provient directement des revenus locatifs volés à Julian. Nathan a eu le souffle coupé, les yeux exorbités. Vous voulez me prendre ma maison? Vous ne pouvez pas faire ça. J'ai un prêt hypothécaire. Je serai ruiné. Option B, a poursuivi Harrison, ignorant totalement l'explosion de désespoir de Nathan. Je range mes dossiers dans ma mallette. Je passe cette porte d'entrée. Je conduis directement au bureau du procureur et je dépose une plainte pénale officielle. Compte tenu des sommes massives en jeu, de la falsification délibérée de documents juridiques et de l'exploitation financière explicite de locataires âgés, vous ferez face à une peine de prison fédérale substantielle, et Julian intentera une poursuite civile massive qui vous mettra en faillite. Vous, vos parents, et ruinera vos générations futures pour le restant de vos jours. Harrison s'est arrêté, laissant le poids dévastateur de ses paroles achever d'écraser ce qui leur restait de combativité. Le choix vous appartient entièrement, mais je vous assure que l'option B sera beaucoup plus divertissante pour moi. Ma mère s'est effondrée sur le côté sur le canapé floral, enfouissant son visage dans les coussins décoratifs et sanglotant de façon hystérique en réalisant qu'elle risquait la prison ferme. Mon père est resté parfaitement immobile, fixant le sol d'un regard vide, réalisant enfin que son précieux enfant chéri intouchable venait de détruire tout l'héritage familial en un seul après-midi. J'ai regardé Nathan. Le frère arrogant, riche et plein de succès qui s'était moqué de mon pull bon marché à peine 30 minutes auparavant n'était plus qu'une épave tremblante, pathétique et détruite qui pleurait contre une cheminée. Je n'ai ressenti aucune pitié pour lui. Je me suis senti puissant. J'avais l'impression de respirer un air véritable pour la première fois de ma vie. Julian, s'il te plaît, a gémi Suzanne, tendant une main tremblante vers moi depuis le canapé. Julian, tu es notre fils. S'il te plaît, ne laisse pas cet avocat faire ça. Nous allons arranger les choses. Nous allons tout réparer. Nous te rembourserons.
Tu ne peux pas envoyer ton propre frère de chair et de sang dans une prison fédérale. J'ai baissé les yeux vers ma mère, la femme qui m'avait laissé geler sous la pluie, la femme qui m'avait fait passer pour un faux afin de voler mon héritage. Je me suis redressé, la regardant avec une absence totale d'émotion dans les yeux. Je ne prends aucune décision aujourd'hui, ai-je dit avec calme. Ma voix était ferme, dure et détachée. Je sonnais exactement comme grand-mère Béatrice. Vous vous adresserez exclusivement à mon avocat à partir de maintenant. Si vous m'appelez, si vous m'envoyez un message ou si vous vous présentez à l'appartement de mon cousin, je considérerai cela comme du harcèlement et Harrison l'ajoutera à la plainte. Je me suis tourné vers Béatrice. Elle me regardait avec une lueur de fierté profonde et indéniable. Je pense que nous en avons totalement terminé ici, grand-mère, ai-je dit. Oui, Julian. C'est certain, a acquiescé Béatrice. Elle a fait demi-tour, ses talons hauts de créateur claquant sèchement sur le parquet. J'ai tourné le dos à mes parents et je suis sorti de cette maison sans me retourner une seule fois. La dinde de Thanksgiving est restée froide, grasse et intacte sur la table de la salle à manger. Derrière moi, je pouvais entendre Victoria hurler sur Nathan à plein poumon, exigeant un avocat de divorce immédiatement, pendant que mes parents pleuraient bruyamment sur les ruines absolues du faux empire qu'ils avaient bâti sur mon dos brisé. Mais la bataille n'était pas encore totalement gagnée. Parce que les gens comme Nathan ne capitulent pas avec élégance. Ils rampent dans la boue. Ils deviennent désespérés. Et ils essaient de vous entraîner dans leur chute. Et ce que Nathan a tenté de faire par la suite a prouvé à quel point il était véritablement malfaisant. 3 jours après ce dîner de Thanksgiving explosif et catastrophique, la poussière commençait à peine à retomber sur les ruines de ma famille. Je dormais toujours sur le canapé cassé et affaissé de mon cousin Félix. Mon dos me faisait souffrir. Mon compte bancaire était toujours pratiquement vide et je portais toujours les mêmes vêtements de friperie délavés. Mais mentalement, j'étais un être humain entièrement différent. Le brouillard lourd et étouffant de manipulation dans lequel mes parents m'avaient maintenu captif pendant 28 ans s'était totalement dissipé. À 8 heures précises du matin, grand-mère Béatrice est apparue devant l'immeuble vétuste de Félix. Elle conduisait une berline de luxe gris foncé de location qui sentait encore le cuir neuf et le nettoyage haut de gamme. Je suis sorti du bâtiment de briques dans le vent glacial de novembre, serrant mon fin manteau autour de mes épaules. Béatrice a baissé la vitre passager. 2 grands gobelets de café noir fumant reposaient dans les porte-gobelets de la console centrale. « Monte dans la voiture, Julian », a-t-elle dit. Son ton était net, autoritaire, et ne laissait aucune place à la discussion ou à l'hésitation. Il est temps pour toi de voir enfin ton héritage immobilier. Le bien que tes parents ont si désespérément essayé d'enterrer. Je me suis installé sur le siège passager, la chaleur du chauffage de la voiture réchauffant immédiatement mes doigts engourdis. J'ai bu une gorgée de café amer sans dire un mot. Nous nous sommes insérés sur l'autoroute et avons roulé pendant près d'1 heure et demie, laissant derrière nous les limites de la ville grise et encombrée pour nous enfoncer vers le district des lacs d'Oak Creek. L'air y semblait nettement plus pur, chargé de l'odeur âcre des pins, et les feuilles prenaient une teinte orange éclatante sous le gel de la fin d'automne. Je suis resté assis en silence, les 2 mains fermement serrées autour de mon gobelet de café chaud, regardant les maisons à travers la vitre grandir progressivement, s'espacer davantage et devenir nettement plus luxueuses. D'imposantes grilles en pierre, de vastes pelouses verdoyantes et de longues allées privées en gravier remplaçaient les barres d'immeubles exigus auxquels j'étais habitué. Au milieu du trajet, le silence à l'intérieur de la voiture est devenu trop lourd. J'ai fini par le briser, grand-mère, ai-je dit, gardant les yeux fixés sur les conifères qui défilaient. Pourquoi ne m'as-tu pas dit exactement quelle était cette grande surprise avant de partir pour Singapour? Pourquoi ne m'as-tu pas simplement remis les papiers dans ce café? Si j'avais su pour l'acte de propriété, si j'avais su que je possédais une maison, rien de ce cauchemar ne serait arrivé. Béatrice a gardé ses yeux bleus perçants rivés sur l'autoroute. Ses mains soignées se sont légèrement crispées sur le volant en cuir, ses jointures devenant pâles. J'aurais pu te donner le dossier, oui, a-t-elle répondu, sa voix restant parfaitement stable mais teintée d'un profond regret. Je t'avais dit que j'avais fait quelque chose de significatif pour m'assurer que tu serais toujours à l'abri financièrement. Je t'avais garanti un actif physique qui prend de la valeur pour que tu ne sois jamais, au grand jamais, sans abri ou dans le besoin. Je voulais que ce soit un filet de sécurité. Ce que je n'aurais jamais imaginé en 1 million d'années, c'est que tes propres parents cacheraient activement mes lettres, intercepteraient mes appels internationaux et me convaincraient que tu avais fait une violente crise psychotique.
Ils m'ont dit que tu ne voulais absolument rien avoir à faire avec moi parce que tu me tenais pour responsable de ta pauvreté. Sa mâchoire s'est visiblement contractée. 3 ans, Julian. Pendant 3 années entières, je suis restée assise dans un bureau d'entreprise au sommet d'une tour à Singapour, pensant que mon petit-fils préféré m'en voulait tellement qu'il refusait ne serait-ce que de décrocher le téléphone pour me dire bonjour. Je pensais t'avoir perdu à cause de la maladie mentale. J'étais en train d'organiser un fonds fiduciaire médical privé parce que je te croyais incapable de gérer un salaire ou de garder un emploi. J'ai regardé par la fenêtre, observant l'eau grise et agitée de l'immense lac scintiller entre les arbres à mesure que nous approchions. Je pensais que tu m'en voulais aussi, ai-je répondu doucement. Maman m'avait dit que tu étais trop occupé avec tes riches clients pour te soucier d'un petit-fils fauché. Je pensais que tu m'avais oublié. Aucun de nous n'a dit un mot de plus pendant le reste du trajet. La prise de conscience partagée de la profondeur de la manipulation dont nous avions tous deux été victimes flottait dans l'air comme un poids physique. Finalement, nous avons quitté la route principale pour nous engager sur un chemin de gravier privé, parfaitement entretenu et bordé de chênes imposants. Et puis, au détour d'un virage en douceur, je l'ai vu. J'ai reconnu la propriété instantanément grâce aux publications vantardes et arrogantes de Victoria sur les réseaux sociaux. Mais la voir sur un écran de téléphone fissuré n'avait absolument rien à voir avec la réalité. C'était une maison de luxe spectaculaire, vaste et construite sur mesure. L'immense terrasse en bois enveloppait tout l'arrière de la maison en surplombant une eau de lac cristalline et immaculée. Il y avait un ponton privé s'avançant sur l'eau profonde, d'immenses baies vitrées du sol au plafond reflétant le soleil du matin et une grande entrée en pierre qui semblait tout droit sortie de la couverture d'un magazine d'architecture. Pendant 10 bonnes secondes, j'ai complètement oublié de respirer. J'ai ouvert la portière et suis descendu sur le gravier, mes chaussures usées crissant bruyamment. Cette maison était à moi. Elle m'appartenait légalement depuis plus de 2 ans pendant que je dormais sur un canapé défoncé avec des ressorts qui me rentraient dans les côtes, terrifié à l'idée d'une expulsion et comptant littéralement chaque centime pour m'acheter de la soupe en boîte. Béatrice a garé la berline, est sortie avec son assurance habituelle, a monté directement les marches en pierre menant à la grande porte d'entrée et a appuyé fermement sur la sonnette lumineuse. Un homme d'une 60aine d'années a ouvert la lourde porte en chêne. Il avait des cheveux blancs clairsemés, un pull en laine épais et confortable, et une expression profondément perplexe. C'était Thomas Brox, le père de Victoria. Je l'avais reconnu immédiatement d'après les somptueuses photos du mariage de Nathan. C'était un mécanicien à la retraite, un homme qui avait travaillé de ses mains toute sa vie pour offrir une existence confortable et honnête à sa famille. Béatrice a souri poliment, adoucissant immédiatement son attitude intimidante de femme d'affaires. Thomas semblait très hésitant, le front soucieux, mais sa politesse naturelle a rapidement pris le dessus. Il a ouvert la porte plus largement et nous a invités à entrer. La maison dégageait une odeur incroyablement chaleureuse et accueillante de pain au levain frais et d'épices à la cannelle. L'intérieur était magnifique, avec des plafonds cathédrales et une imposante cheminée en pierre. Quelques secondes plus tard, sa femme Martha est sortie de la cuisine gastronomique en s'essuyant les mains sur un torchon en coton à carreaux. Ils avaient exactement l'allure de ce genre de couple âgé, travailleur et profondément honnête, qui vous offre un café frais et un siège avant même de vous demander pourquoi vous vous tenez dans leur salon. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils nous ont servi un café noir corsé dans des tasses en céramique et nous nous sommes assis autour de la grande table à manger en chêne massif. J'ai regardé autour de moi avec stupeur, mes planchers en bois franc, mes comptoirs de cuisine en granit, mes immenses baies vitrées panoramiques, ma maison. Béatrice n'a pas perdu une seconde. Elle a croisé délicatement ses mains sur la table et a regardé le couple âgé avec une franchise totale. Thomas, Martha, ce que je m'apprête à vous dire va grandement vous bouleverser, et j'ai besoin que vous compreniez dès maintenant que je ne suis pas ici pour vous jeter à la rue. Je ne blâme aucun de vous deux pour ce qui s'est passé. Thomas et Martha ont échangé un regard très inquiet. Thomas a tendu la main pour recouvrir celle de Martha. La maison dans laquelle vous vivez actuellement, a poursuivi Béatrice d'une voix ferme et claire en pointant un doigt vers moi, appartient légalement à mon petit-fils Julian. Elle lui appartient depuis 3 ans. Elle n'a jamais, à aucun moment, appartenu à Nathan. Thomas a froncé profondément les sourcils, secouant la tête en signe de déni immédiat. Cela ne peut absolument pas être vrai, Béatrice. Je vous respecte, mais vous devez être mal informé. Nous louons cet endroit directement à Nathan. Nous avons signé un contrat de bail en bonne et due forme avec sa société immobilière. Nous le payons directement chaque mois par virement bancaire.
Il nous a dit qu'il l'avait acheté comme investissement grâce à une grosse prime d'entreprise. J'ai enfin trouvé ma voix. Elle est sortie un peu plus faible que je ne l'aurais voulu, mais j'ai forcé les mots à passer à travers le serrement de ma gorge. Auriez-vous par hasard une copie de ce contrat de bail, monsieur? Martha s'est levée immédiatement sans ajouter un mot. Une minute plus tard, elle est revenue avec un classeur accordéon épais et méticuleusement rangé provenant d'un bureau au bout du couloir. C'était visiblement le genre de femme qui conservait chaque reçu, chaque facture d'électricité et chaque confirmation de virement pour sa comptabilité. Elle a délicatement posé les papiers sur la table en chaîne et a extrait un document agrafé. Mes mains se sont mises à trembler de façon incontrôlable lorsque j'ai saisi le contrat de bail. J'ai fixé le haut de la page blanche immaculée. L'encre noire le précisait clairement, bailleur, Nathan Harper. Rien d'autre. Pas mon nom. Pas le nom de Béatrice. Aucun autre nom. Nathan avait rédigé un document juridique totalement frauduleux et hautement illégal. Il avait regardé son propre beau-père dans les yeux, lui avait serré la main et l'avait délibérément exploité à hauteur de 4 000 $ par mois. Martha s'est lentement rassise sur sa chaise. Son visage a pris une pâleur maladive, tout son teint s'évanouissant. 4 000 $, a-t-elle chuchoté, la voix brisée par une honte immense. Nathan nous a dit que c'était un prix très juste pour ce secteur exclusif. Il a regardé Thomas dans les yeux et lui a dit qu'il nous accordait une énorme réduction familiale parce que le prix du marché était en réalité de 6 000 $. Thomas a vendu son pick-up vintage des années 70 juste pour payer le gros dépôt de garantie que Nathan exigeait d'avance. Nous sommes ici depuis plus de 2 ans. Nous lui avons fait confiance avec nos économies de retraite. J'ai vu le visage de Thomas se durcir lentement. Le grand-père bienveillant et chaleureux avait complètement disparu. Les muscles de sa mâchoire se sont crispés si intensément que j'ai sincèrement cru que ses dents allaient se briser sous la pression. Il m'a regardé droit dans les yeux, puis a regardé Béatrice, avant de parler enfin. Sa voix était dangereusement basse, vibrant d'une fureur contenue. « Êtes-vous en train de me dire, a dit Thomas, la voix tremblante de rage réprimée, que mon propre gendre nous fait payer un loyer pour une maison qui ne lui appartient même pas, et qu'il nous a volé notre argent ?» Martha a couvert sa bouche de ses mains, étouffant un sanglot de déchirement. Béatrice a répondu avec une précision chirurgicale et froide, « Vous avez versé près de 120 000 $ directement sur le compte bancaire privé de Nathan. De l'argent qui appartient légalement à Julien, qui vivait dans une pauvreté absolue pendant que Nathan conduisait une Porsche achetée avec vos économies. » Thomas s'est levé brusquement, sa chaise raclant bruyamment le parquet. Il a marché jusqu'à la grande baille vitrée du salon, a posé ses mains calleuses sur ses hanches et a contemplé en silence l'eau sombre du lac. Martha a commencé à pleurer doucement. C'était le genre de pleurs étouffés, épuisés et déchirants des personnes âgées lorsqu'elles réalisent qu'elles ont été totalement abusées par une personne qu'elles aimaient et en qui elles avaient une confiance aveugle. J'avais dit à Victoria que quelque chose semblait anormal, a chuchoté Martha en essuyant ses yeux mouillés avec son torchon de cuisine, la voix pleine de regret. Chaque fois que nous demandions à Nathan les documents fiscaux officiels pour nos déclarations, il changeait agressivement de sujet. Il se mettait sur la défensive. Il disait constamment qu'il allait nous les envoyer bientôt. Il rejetait la faute sur son comptable. Elle a regardé le dos de son mari. « Thomas, je t'avais dit que quelque chose n'allait pas. » Je me tenais assis à côté d'elle, tenant toujours le faux contrat de bail falsifié. Soudain, la rancœur que j'avais ressentie au cours des 3 derniers jours a changé de nature. J'avais ressenti une légère amertume envers ces gens, les imaginant comme des complices consentants profitant joyeusement de ma maison de luxe pendant que je luttais pour survivre aux hivers glaciaux. Mais ils n'étaient pas complices. C'étaient d'innocentes victimes. 2 personnes âgées qui avaient été manipulées, trompées et financièrement saignées exactement de la même manière que moi. Nathan n'avait pas seulement volé mon bien. Il avait volé absolument tout le monde autour de lui. C'était un parasite qui se nourrissait de sa propre famille. Béatrice a plongé la main dans son sac rigide et en a sorti son smartphone. « Thomas, Martha, je vais vous demander un immense service. Vous avez parfaitement le droit de refuser et de vous laver les mains de tout cela. Mais mon avocat va avoir besoin de copies de haute qualité de tous ces documents, le faux contrat de bail, les reçus de virement bancaire, chaque feuille de papier que vous avez dans ce classeur. Non pas pour vous attirer des ennuis juridiques, mais pour prouver juridiquement ce que Nathan a fait et s'assurer qu'il ne recommence plus jamais. » Thomas s'est lentement détourné de la fenêtre. L'homme doux s'était effacé.
Je ne voyais plus qu'un père prêt à partir en guerre pour protéger l'honneur de sa famille. Prenez tout ce dont vous avez besoin, Béatrice, a dit fermement Thomas, la voix dure comme la pierre. Prenez chaque page. Cet homme arrogant a fait de nous de parfaits imbéciles. Et pire encore, il a dupé son propre frère. Je témoignerai dans n'importe quelle salle d'audience si vous avez besoin de moi. Avant que nous ne quittions la maison du lac, Martha a disparu dans la cuisine. Elle est revenue en portant une miche de pain au levain frais et chaud, enveloppée avec soin dans une serviette en tissu propre. Elle l'a déposée doucement entre mes mains, me regardant avec des yeux remplis d'une tristesse maternelle, comme si c'était la seule excuse qu'elle pouvait matériellement m'offrir pour avoir participé involontairement au mensonge de mon frère. Quand tout ce gâchis juridique sera terminé, Julian, a hésité Martha en regardant le magnifique lac par la fenêtre, cette maison sera enfin à toi pour de bon. Tu la mérites. Et si tu nous le permets, nous aimerions rester comme locataires honnêtes cette fois-ci, en payant ce que l'endroit vaut réellement, directement au véritable propriétaire. J'ai essayé de lui répondre, mais ma gorge s'est complètement nouée. Le contraste saisissant entre ma propre mère me traitant de fou et cet inconnu me témoignant une gentillesse sincère était trop lourd à porter. Alors j'ai simplement hoché la tête, serrant le pain chaud contre ma poitrine. Nous sommes rentrés vers la grande ville dans un calme relatif. Mais la paix n'a pas duré longtemps. Dès que j'ai franchi le seuil de l'appartement de Félix et me suis assis sur le canapé affaissé, mon téléphone a vibré avec insistance dans ma poche. J'ai fixé l'écran lumineux. Un deuxième message a suivi immédiatement avec une sonnerie stridente, ne laisse pas un avocat véreux et hors de prix détruire toute notre famille pour un simple malentendu financier. Retrouve-moi au café The Roasting Company en centre-ville à 16h. Ne dis pas à grand-mère que tu viens. Je n'ai pas répondu. J'ai fait une capture d'écran de ces messages manipulateurs, je les ai transférés directement sur la messagerie sécurisée de Maître Harrison et j'ai verrouillé mon téléphone. J'allais le rencontrer, mais je n'allais absolument pas négocier. J'allais entrer directement dans son petit piège arrogant et refermer les mâchoires d'acier droit sur ses doigts cupides. J'allais regarder l'enfant chéri se débattre. Maître Harrison m'avait formellement et fermement déconseillé de me rendre à ce rendez-vous. Quand je l'avais appelé, il m'avait prévenu que les hommes comme Nathan sont incroyablement dangereux lorsqu'ils sont acculés, car ils s'appuient sur toute une vie de manipulation psychologique pour survivre. Ils savent exactement sur quel bouton appuyer pour vous faire douter de votre propre lucidité. Mais j'avais besoin de le faire. J'avais besoin de regarder l'enfant chéri dans les yeux maintenant que je détenais enfin toutes les cartes, les titres de propriété et le pouvoir. Je suis arrivé au café bondé du centre-ville avec 20 minutes d'avance. J'ai commandé un simple café noir et me suis assis à une petite table ronde face à la grande baille vitrée de l'entrée, me positionnant exactement comme Béatrice me l'avait conseillé pour gérer les personnes instables, dans un lieu public, hautement visible, entouré de témoins et en sécurité totale. À 16h précises, Nathan a franchi les lourdes portes vitrées. Il avait l'air absolument lamentable. L'image immaculée était totalement brisée. Il portait des lunettes de soleil sombres et coûteuses, alors même que le ciel était totalement couvert et sombre dehors, et il avait une casquette de baseball foncé enfoncée très bas sur son front. On aurait dit un criminel paranoïaque essayant désespérément d'échapper aux paparazzi. Il m'a repéré dans le coin, a retiré ses lunettes et s'est rapidement glissé sur la chaise métallique en face de moi. Ses yeux étaient injectés de sang et cernés de poches sombres. Son assurance arrogante avait totalement disparu, remplacée par une énergie nerveuse, fébrile et saccadée. Il a forcé un sourire remarquablement faux et s'est penché au-dessus de la petite table en bois. « Julian, merci d'être venu, mec. Sérieusement, je l'apprécie plus que tu ne le penses. » Il a tendu le bras, cherchant à m'attraper la main dans une démonstration d'affection fraternelle factice. Je n'ai pas bougé d'un seul muscle. J'ai gardé mes deux mains fermement serrées autour de ma tasse de café chaud, le fixant d'un regard vide. Nathan a maladroitement retiré sa main, s'est frotté les paumes et s'est raclé la gorge. « Bon », a commencé Nathan en prenant une profonde inspiration exagérée, essayant de paraître sincère et touché. « Tu es en colère. Je le comprends tout à fait, Julian. Vraiment, du fond du cœur. Mais les choses ont tout simplement dégénéré de manière incontrôlable ces dernières années. Le marché immobilier était fou. Les dépenses se sont accumulées. Personne ne voulait que les choses se passent ainsi. Dès l'instant où il a prononcé ces mots, j'ai su exactement ce qu'était ce rendez-vous. Il n'était pas là pour s'excuser. Il n'était pas là pour assumer la responsabilité d'avoir détruit ma vie.
Il était là pour négocier un accord avantageux avec la victime qu'il croyait encore secrètement faible et soumise. Nathan s'est penché plus près, balayant le café du regard avant de baisser la voix dans un murmure conspirateur. « Julian, écoute-moi. Quand grand-mère a acheté cette maison, tu étais au plus mal. Tu dois bien te l'avouer. Tu avais perdu ton travail. Tu avais des difficultés émotionnelles. Maman et papa étaient sincèrement terrifiés pour ta santé mentale. Ils pensaient que tu pourrais te faire du mal. » Je l'ai immédiatement interrompu. Ma voix était calme, plate et totalement dépourvue d'émotion. Je n'ai pas haussé le ton, mais la froideur absolue de mon intonation l'a fait sursauter. Je n'avais pas de difficultés émotionnelles, Nathan. J'avais 2 emplois manuels éreintants et je ne pouvais pas payer mon loyer parce que l'économie s'était effondrée et que mon entreprise avait fait faillite. Ce n'est pas un problème psychiatrique. C'est la pauvreté. Une pauvreté que tu m'as forcé à subir. Nathan a légèrement levé les yeux au ciel, un bref éclair incontrôlable de sa véritable nature arrogante apparaissant avant qu'il ne corrige rapidement son expression. Bon, peu importe. Les détails spécifiques n'ont pas d'importance pour le moment. Le fait est que quelqu'un devait s'occuper de cette propriété de luxe. Nous l'avons entretenue. Nous avons empêché le bien de se déprécier. Si on te l'avait laissé entièrement alors que tu étais fauché, tu l'aurais perdu par saisie en 6 mois. La banque l'aurait reprise. Je l'ai fixé avec une incrédulité totale. C'était presque fascinant. Même assis là, face à toutes les preuves juridiques de sa fraude massive déjà exposée, il me parlait encore avec condescendance, comme s'il m'avait rendu un immense service en me volant mon argent. « Alors c'est pour cela que tu m'as demandé de venir aujourd'hui » ai-je dit en inclinant légèrement la tête. « Pour t'entendre m'expliquer pourquoi louer secrètement ma maison à ton propre beau-père, falsifier des documents juridiques et empocher 120 000 $ était en quelque sorte un acte de charité fraternelle. » Nathan a dégluti difficilement, sa pomme d'Adam oscillant nerveusement. Il a plongé la main dans la poche de sa veste de créateur, en a sorti une feuille de papier pliée et l'a fait glisser sur la table en bois vers moi. « Je suis venu parce que je veux t'offrir une solution très solide et hautement lucrative, » a dit Nathan, baissant encore la voix pour se donner l'air d'un homme d'affaires avisé concluant un accord. Une solution qui fonctionne parfaitement pour nous deux et qui évite à tout le monde d'aller devant le tribunal fédéral, parce que les tribunaux détruisent les familles, Julian. J'ai déplié le papier. C'était une feuille de calcul méticuleusement tracée. Elle comportait des colonnes, des marges bénéficiaires calculées et des répartitions précises en pourcentage. Il s'était réellement assis devant son ordinateur au milieu des ruines de sa vie pour concevoir une proposition commerciale destinée à l'homme qui l'avait volé. Nathan a souri nerveusement, pointant les chiffres d'un doigt tremblant. « Regarde, voici l'accord. Tu gardes la maison. D'accord. L'acte est à toi. Je le reconnais. Mais nous oublions complètement les arriérés de loyer. Les 2 dernières années et demie de paiement de Thomas. Nous effaçons simplement cela des comptes. Pas de poursuite fédérale, pas d'avocat qui vide nos comptes bancaires, et pas besoin d'entraîner maman et papa dans une accusation de conspiration criminelle. » Il a tapoté le bas de la page, me regardant comme s'il accordait un cadeau inestimable à un mendiant. « Et à partir de maintenant, » a poursuivi Nathan avec assurance, retrouvant une fraction de son ancienne confiance, « toi et moi gérons la propriété d'Oak Creek ensemble en tant que partenaires égaux. Nous formons une société immobilière. Nous partageons les futurs revenus locatifs à 50-50e, comme des frères devraient le faire. » Je suis resté dans un silence absolu, fixant la feuille de papier. Une colonne pour lui, une colonne pour moi. Il avait littéralement rédigé un contrat exigeant de conserver la moitié de ma propriété après m'avoir volé pendant des années. Il croyait sincèrement que j'étais assez stupide ou assez désespéré d'obtenir son approbation pour signer cela. Quelque chose en moi est devenu parfaitement, totalement immobile. Ce n'était plus de la colère. La colère exige de la passion. C'était un détachement limpide et absolu. Pour la première fois de ma vie entière, l'illusion perpétuelle de mon frère aîné s'est complètement brisée, et je l'ai vu exactement tel qu'il était, non pas un enfant chéri, non pas une réussite, mais un parasite pathétique, cupide et désespéré. J'ai levé les yeux du tableau imprimé pour plonger mon regard dans ses yeux injectés de sang. Laisse-moi m'assurer que j'ai bien compris cette proposition commerciale incroyablement généreuse, ai-je dit calmement, veillant à ce que ma voix porte au-dessus du bruit des machines à expresso. Nathan a hoché la tête avec empressement, pensant visiblement que j'envisageais sérieusement son offre ridicule.
tu as volé 120 000 $ de loyer sur une maison qui m'appartient légalement, ai-je énuméré, comptant les faits sur mes doigts un par un. Le faux sourire de Nathan a instantanément disparu. Sa mâchoire s'est tellement serrée que ses muscles ont gonflé. J'ai pointé un doigt directement sur son stupide bout de papier. Et ta grande solution de génie à cette situation, c'est que j'efface légalement les 120 000 $ que tu as volés, que j'abandonne les charges de fraude criminelle contre toi et nos parents, et que je te récompense en te donnant la moitié de mes futurs revenus pour le restant de ma vie. Nathan a pincé les lèvres, visiblement très contrarié de voir que sa tactique de manipulation habituelle échouait pour la première fois. Tu présentes délibérément les choses de manière horrible, Julian. J'essaie de sauver notre famille d'un embarras public. C'est horrible, Nathan, ai-je répondu froidement. Tu es un criminel. Et soudain, le masque est totalement tombé. La fausse douceur fraternelle s'est évaporée instantanément comme de la poussière balayée d'un mur de briques. Son visage s'est déformé en un rictus laid, cruel et venimeux. J'avais enfin en face de moi le vrai Nathan, l'intimidateur vicieux et imbu de lui-même avec qui j'avais grandi. Il s'est penché au-dessus de la table, envahissant mon espace personnel, sa voix descendant dans un sifflement haineux et menaçant. C'est la dernière fois que je t'offre une porte de sortie facile, Julian, a menacé Nathan, ses yeux se réduisant à deux fentes. Parce que si tu amènes vraiment cela devant le tribunal, tout le monde y perdra. Tu seras le frère psychotique et cupide qui a détruit sa propre famille pour un bout de terrain. Maman et papa ne t'adresseront plus jamais la parole. Je m'en assurerai. Tu seras entièrement seul. Je n'ai pas scié. Je l'ai simplement fixé, le laissant creuser sa propre tombe. Et si tu vas jusqu'au bout, a poursuivi Nathan, jouant sa dernière carte psychologique, la plus désespérée, je monterai à la barre dans cette salle d'audience et je dirai à tout le monde exactement ce qu'il soupçonne déjà. J'amènerai des médecins. Je témoignerai que tu as toujours été instable mentalement. Je dirai que tu es en plein délire paranoïaque et que tu as manipulé grand-mère Béatrice parce qu'elle est vieille et sénile. Il s'est adossé à sa chaise, croisant les bras sur sa poitrine, l'air incroyablement suffisant et victorieux. Qui penses-tu honnêtement qu'un juge va croire? Moi, un cadre d'entreprise marié et respecté, avec un casier vierge et un salaire à 6 chiffres? Ou toi, le loser dépressif et fauché qui dort sur le canapé de son cousin dans un taudis? Elle était là, l'ultime menace. Il avait toujours su exactement où appuyer la lame pour infliger le maximum de dégâts psychologiques. Pendant des années, cette menace m'aurait fait reculer instantanément, terrifié à l'idée d'être étiqueté comme fou. Mais je n'étais plus cette personne. J'ai lentement pris ma tasse de café, bu une dernière gorgée calme et les reposée sur la table. Puis j'ai pris mon manteau d'hiver, me suis levé de table et les regardé de haut avec une pitié absolue et sans filtre. Merci d'être venu, Nathan, ai-je dit, reprenant exactement les mêmes mots condescendants que Victoria m'avait adressés à Thanksgiving. Cette conversation est terminée. Nathan a froncé les sourcils, soudain déconcerté. Où vas-tu? Assieds-toi. Nous n'avons pas fini de négocier. Adieu, Nathan, ai-je dit doucement. Passe une belle vie en prison fédérale. Julian, assieds-toi, a lâché Nathan, sa voix montant d'un cran sous l'effet de la panique, attirant l'attention de plusieurs clients du café qui se sont tournés pour regarder. Ne sois pas dramatique. Reviens ici. J'ai fait demi-tour et j'ai franchi les lourdes portes vitrées sans me retourner une seule fois. Je l'ai entendu m'appeler par mon prénom à 2 reprises. Mais il ne m'a pas suivi dehors. Il était trop lâche pour faire une scène en public. Dès que mes bottes ont touché le trottoir en béton glacé à l'extérieur, j'ai sorti mon téléphone de ma poche et j'ai composé la ligne directe privée de Maître Harrison. Il a décroché dès la première sonnerie. Alors, a demandé Harrison d'un ton légèrement amusé, comme s'il assistait au déroulement d'un film prévisible. T'a-t-il proposé un accord ridicule tout en menaçant ta santé mentale? Il m'a proposé un partage à 50/50 des futurs loyers, a exigé que j'efface l'argent volé et a menacé de témoigner que je suis fou si nous allons au tribunal, ai-je répondu, laissant échapper un rire bref et amer qui a formé un nuage blanc dans l'air froid. Comportement narcissique d'école, a relevé calmement Harrison, le bruit d'un stylo grattant du papier étant audible en arrière-plan. As-tu pensé à enregistrer la conversation? Je me suis figé sur le trottoir. Mon estomac s'est légèrement noué. Non, je n'y ai même pas pensé. J'ai fait une erreur. Ne t'en inquiète pas une seule seconde, Julian, a répliqué Harrison d'une voix fluide, nullement troublée.
Nous n'avons pas besoin de l'enregistrement de ces menaces dérisoires. Nous avons déjà le faux contrat de bail portant sa signature explicite. Nous avons les relevés bancaires de Thomas et Martha Brooks montrant le flux exact des fonds. Nous avons les SMS documentés que ton père a envoyés pour couvrir le crime. Ces menaces verbales dans un café ne pèsent absolument rien face à une montagne de preuves documentaires fédérales. Le ton de Harrison s'est durci, devenant strictement professionnel et d'un sérieux absolu. Es-tu absolument certain à 100% de vouloir aller jusqu'au bout? Parce qu'à l'instant exact où je dépose cette notification officielle auprès du tribunal, il n'y aura plus aucun retour possible vers un arrangement familial amiable. Cela devient une affaire publique, une enquête criminelle et une débâcle financière irréversible. J'ai fermé les yeux. 3 images distinctes et vives ont traversé mon esprit, Thomas, le cœur brisé, me disant qu'il avait vendu son vieux pick-up, moi. Comptant mes pièces sales pour pouvoir payer un trajet en bus sous une pluie glaciale afin de ne pas perdre mon emploi de vendeur, et le visage arrogant et méprisant de Nathan m'assurant que j'étais un loser fauché qui ne méritait rien. J'ai rouvert les yeux, fixé la rue animée de la ville et donné l'ordre définitif qui a mis fin à ma famille telle que je la connaissais, déposé la plainte, Harrison. Réduisez toute sa vie en cendres. 3 semaines angoissantes plus tard, la réunion officielle pour le règlement juridique était formellement fixée. Elle ne s'est pas tenue dans une salle d'audience publique austère, mais dans la vaste et très impressionnante salle de conférence du cabinet d'avocats d'affaires de Maître Harrison en plein centre-ville. La pièce était spécifiquement conçue pour vous faire sentir petite et écrasée par le pouvoir. Elle était dotée de baies vitrées s'élevant du sol au plafond donnant sur le panorama urbain, d'une immense table en acajou ciré qui semblait coûter plus cher qu'une voiture de luxe et de lourds fauteuils en cuir à dossier qui vous engloutissaient. D'un côté de la vaste table était assis grand-mère Béatrice, ressemblant à une reine régnante, Maître Harrison, l'air totalement impassible, et moi-même. En face de nous était assis Nathan, Victoria et un jeune avocat de la défense médiocre et bon marché que Nathan avait visiblement engagé dans une panique de dernière minute en réalisant la gravité des poursuites. L'avocat, un jeune homme nommé Grégory dont le costume n'était pas tout à fait ajusté, semblait incroyablement nerveux. Il ne cessait de regarder sa montre bon marché, transpirait à travers sa chemise et mélangeait ses dossiers désorganisés devant lui. Mes parents, Richard et Suzanne, étaient également présents dans la pièce. Bien qu'ils ne soient pas techniquement les accusés principaux dans l'action civile, ils étaient assis contre le mur du fond sur des chaises d'invités inconfortables, ressemblant à des spectateurs brisés et terrifiés contraints de regarder leur propre apocalypse personnel se dérouler au ralenti. Maître Harrison a ouvert son épais dossier en cuir avec une lenteur exaspérante et délibérée. Il a disposé ses papiers avec une précision parfaite, a bu une gorgée de son verre d'eau, puis a enfin levé les yeux, son regard se verrouillant sur Nathan. Économisons à toutes les personnes présentes dans cette pièce un temps de facturation précieux et coûteux, a commencé Harrison, sa voix fendant le lourd silence comme un scalpel chirurgical. Il a regardé directement Grégory. Nous disposons d'un contrat de bail frauduleux signé par votre client, Monsieur Nathan Harper, pour une propriété immobilière de luxe qu'il n'a jamais légalement possédée. Nous avons 30 mois de relevés de paiement bancaire vérifiés émanant de M. et Madame Brooks, qui ont déjà signé des déclarations sous serment notarié détaillant la tromperie financière délibérée. Harrison a tourné une page, sans même daigner regarder le visage livide de Nathan. Harrison a refermé le dossier d'un coup sec et s'est penché en avant, posant ses avant-bras sur la table en acajou ciré. Si cette affaire va jusqu'à un procès public, a affirmé Harrison, sa voix dénuée de la moindre pitié, cela cesse immédiatement d'être un simple litige financier entre frères au sujet d'un héritage. Nous parlerons de fraude électronique fédérale. Nous parlerons de falsification de documents immobiliers officiels. Nous parlerons d'abus de faiblesse et d'exploitation financière de personnes âgées. Grégory, l'avocat nerveux de Nathan, s'est raclé la gorge bruyamment et a bougé maladroitement sur son fauteuil en cuir. Mon client est tout à fait disposé à discuter d'un accord financier privé raisonnable aujourd'hui afin d'éviter d'encombrer inutilement l'appareil judiciaire et de causer un stress public indu à la famille. Harrison a hoché la tête une fois, ressemblant exactement à un requin sentant l'odeur du sang frais dans l'eau. Parfait. Dans ce cas, les termes de notre accord sont incroyablement simples, clairs et entièrement non négociables. Harrison a fait glisser une liasse épaisse et lourde de documents juridiques agrafés sur la table polie, l'arrêtant pile devant Nathan. Premièrement, a énuméré Harrison en levant un doigt, Nathan Harper admet légalement sa culpabilité et rembourse l'intégralité des 120 000 $ qu'il a illégalement perçus en loyer. Étant donné que mon enquête financière approfondie indique qu'il ne dispose pas actuellement de fonds liquides en raison de dépenses inconsidérées dans des biens de luxe,
un billet à ordre formel et juridiquement contraignant sera établi aujourd'hui. Harrison a levé un deuxième doigt. Deuxièmement, en guise de garantie pour cette dette massive, un privilège légal formel sera immédiatement inscrit sur les seuls actifs significatifs de Nathan Harper. Cela inclut la remise du titre de propriété physique de sa Porsche et l'inscription d'une hypothèque secondaire sur sa résidence principale. Troisièmement, a poursuivi Harrison de manière implacable, enfonçant les derniers clous dans le cercueil, Nathan Harper signe une renonciation immédiate, permanente et irrévocable à toute revendication présente ou future concernant la propriété, la gestion, l'héritage ou l'accès à la propriété du lac Dog Creek. Il ne posera plus jamais un pied sur ce terrain. Harrison s'est adossé à son fauteuil, totalement impassible, observant la dévastation submerger le camp adverse. En échange de ses signatures aujourd'hui, et uniquement de ses signatures, mon client accepte de ne pas transmettre l'ensemble des preuves au procureur de la République pour des poursuites pénales fédérales. Vous évitez la prison, mais vous perdez tout le reste. Le visage de Nathan s'est tordu dans une agonie absolue et indéniable. Il s'est penché vers son jeune avocat et lui a murmuré quelque chose avec agressivité, le visage devenant rouge vif, des postillons s'échappant de ses lèvres. Grégory lui a chuchoté une réponse ferme en secouant vigoureusement la tête et en pointant les documents du doigt. Je ne pouvais pas entendre les mots exacts, mais à en juger par l'expression dévastée et prise au piège de Nathan, je savais déjà exactement ce que l'avocat lui disait, vous n'avez absolument plus rien pour vous battre. Signez les papiers ou partez en prison fédérale pour 10 ans. Soudain, Victoria s'est levée de sa chaise. Le bruit fort et violent des pieds de la chaise raclant le plancher a fait sursauter tout le monde dans la pièce. Elle n'a pas regardé Harrison. Elle ne m'a pas regardé. Elle a baissé les yeux vers Nathan avec un mélange de dégoût pur et de haine absolue. Tu m'as menti, a dit Victoria d'une voix étrangement calme, ce qui était bien plus terrifiant que si elle avait crié. Tu as menti à mes parents. Tu as activement volé leur argent de retraite pour acheter une stupide voiture de sport afin de te faire passer pour un gros bonnet au club de golf. Tu t'es servi de ma famille. Victoria, s'il te plaît, a supplié Nathan en tendant la main vers elle, les larmes lui montant aux yeux. Je peux réparer ça. Nous pouvons rembourser au fil du temps. Nous pouvons repartir à zéro. S'il te plaît, ne fais pas ça. Victoria a retiré sa main comme s'il était porteur de la peste. Faisant un pas en arrière, elle a plongé la main dans son sac à main de créateur coûteux, en a sorti une épaisse enveloppe Kraft et l'a jetée directement sur la table polie, frappant Nathan en pleine poitrine. Ce sont les papiers du divorce, a déclaré froidement Victoria en réajustant sa veste. Mon avocat prendra contact avec le tien concernant la division des actifs dérisoires qu'il te restera après que Julian t'aura pris tout ce que tu possèdes. Ne me contacte plus jamais, ni moi, ni mes parents. Elle a fait demi-tour et a quitté la salle de conférence d'un pas décidé, ses talons claquant sèchement, la lourde porte vitrée se refermant derrière elle avec un claquement définitif. Nathan est resté assis là, complètement anéanti. Le fils prodigue intouchable venait de perdre sa fausse richesse, sa voiture de luxe, sa réputation et sa femme en l'espace de 20 minutes brutales. Lentement, avec des mains qui tremblaient violemment, Nathan a saisi le lourd stylo noir posé sur la table. Il n'a pas levé les yeux. Il ne m'a pas regardé. Il a signé l'accord de renonciation à la propriété. Il a signé l'accord de remboursement. Il a signé le billet à ordre écrasant. Chaque fois que la pointe du stylo crissait contre le papier épais, cela produisait un petit son sec et profondément satisfaisant. Et à chaque signature, un poids lourd et étouffant qui m'écrasait la poitrine depuis 28 ans s'allégeait peu à peu, jusqu'à ce que je puisse enfin prendre une inspiration pleine et profonde. Depuis le fond de la pièce, ma mère a laissé échapper un gémissement sonore et pathétique. Suzanne s'est levée de sa chaise et s'est avancée lentement vers la grande table. Son visage n'était qu'un champ de ruines de larmes, de maquillage étalé et de regrets profonds. Elle m'a regardé, les yeux remplis d'une supplication désespérée que je ne lui avais jamais vue auparavant. Julian, a-t-elle chuchoté, la voix tremblante, tendant une main vers moi mais s'arrêtant avant de me toucher. Je suis tellement désolé. Nous sommes tellement désolés. Nous pensions que Nathan avait besoin d'aide pour maintenir les apparences. Tu as toujours tout surmonté par toi-même. Tu ne demandais jamais rien. Tu ne te plaignais jamais. C'était juste plus facile de te prendre à toi parce que tu ne te plaignais jamais. Je l'ai fixé. La vérité absolue et brutale de ces paroles flottait dans l'air, incroyablement toxique et infiniment triste. Il ne m'avait pas maltraité parce que je le méritais.
Il ne m'avait pas volé parce que j'étais mauvais. Il m'avait maltraité parce que c'était pratique. Parce que je les laissais faire. Parce que prendre à l'enfant silencieux est plus facile que de refuser à l'enfant exigeant. Mon père Richard s'est levé à côté d'elle, paraissant 10 ans de plus qu'à Thanksgiving. Le patriarche arrogant était complètement brisé. J'ai échoué avec toi, Julian, a dit Richard, fixant le sol d'un regard vide. Je t'ai mis de côté pour qu'il reste plus de ressources pour Nathan. J'ai nourri un monstre. Je suis profondément, sincèrement désolé. Pendant des années, j'étais resté éveillé sur le canapé défoncé de Félix, rêvant d'entendre de véritables excuses de la part de mes parents. Je pensais que cela me guérirait. Je pensais que cela m'apaiserait et me ferait me sentir aimé. Au lieu de cela, assis dans cette magnifique et froide salle de conférence, regardant ces personnes vieillissantes et brisées qui m'avaient élevé, tout ce que j'ai ressenti était un vide absolu, un espace creux et insignifiant là où aurait dû se trouver une famille. Je n'ai pas besoin de vos excuses, ai-je dit doucement en rassemblant mes copies des documents signés avant de me lever. J'ai juste besoin que vous restiez totalement en dehors de ma vie. J'ai officiellement emménagé dans la maison du lac d'Oak Creek un samedi glacial et enneigé de la fin décembre. Je possédais exactement 3 cartons de vieux vêtements, une valise bon marché et éraflée, et un ordinateur portable obsolète. C'était absolument tout ce que je possédais au monde. Et en me tenant dans le grand hall d'entrée majestueux de cette immense demeure d'1 million de dollars, levant les yeux vers le lustre, cela m'a semblé amplement suffisant. Thomas et Martha Brooks m'ont d'ailleurs aidé à porter mes pauvres cartons légers à l'intérieur, même après que je leur ai répété à plusieurs reprises qu'ils n'avaient absolument pas besoin de porter quoi que ce soit. Une fois que tout a été installé et que mes cartons ont été montés à l'étage, je me suis assis avec eux autour de l'immense îlot de cuisine en granit et nous avons défini notre nouvelle réalité. La maison était incroyablement vaste, bien trop grande pour qu'un homme seul y vive. Je leur ai dit que s'ils souhaitaient rester, ils pouvaient demeurer là de façon permanente en tant que locataires officiels. De véritables locataires protégés par la loi, payant exactement ce que la propriété valait réellement sur le marché, et non pas les 4 000 $ exorbitants que Nathan leur avait extorqués. Thomas a immédiatement insisté pour ne pas baisser le loyer, mais plutôt pour l'augmenter, parce qu'il se sentait incroyablement coupable de toute la situation et se sentait responsable des agissements de Nathan. C'était tout simplement le genre d'homme profondément honorable qu'il était. En fin de compte, nous nous sommes mis d'accord sur un prix de marché parfaitement équitable et avons scindé l'immense demeure. Ils ont pris tout le rez-de-chaussée, qui comprenait une cuisine complète et un espace de vie, et j'ai pris la suite parentale à l'étage. J'avais ma propre entrée privée, mon immense balcon et ma vue panoramique imprenable sur le ponton en bois et le lac gelé. Cette première nuit, j'ai dormi à l'étage dans une immense chambre vide sur un simple matelas posé directement sur le parquet. C'était exactement de la même manière que j'avais dormi pendant les 3 années précédentes sur le canapé cassé de Félix. Sauf que cette fois, l'immense baille vitrée du sol au plafond faisait face à l'eau sombre, et la maison était calme, sécurisante et entièrement à moi. J'ai éteint les lumières et suis resté allongé dans le noir, remontant les couvertures jusqu'à mon menton. Quelque chose d'incroyablement étrange m'a frappé. Pour la première fois en 3 années brutales, je n'avais pas à régler une alarme stridente pour 5 heures du matin. Je n'avais pas de quart de travail éreintant dans le magasin de bricolage. Je n'avais pas à courir pour attraper un bus municipal glacial sous le grésil. Je n'avais pas à rester debout sur des pieds douloureux pendant 9 heures d'affilée à gérer des clients furieux. Je suis resté éveillé très longtemps, écoutant le clapotis régulier de l'eau contre le ponton en bois dehors, simplement parce que je n'arrivais pas à croire que ma nouvelle réalité était bien réelle. J'avais peur de me réveiller à nouveau dans mon taudis. Au fil des semaines suivantes, quelque chose d'incroyablement inattendu et de magnifique s'est produit. Martha a commencé à me laisser du pain au levain frais, des dîners faits maison et des biscuits tièdes sur le comptoir de la cuisine. Thomas a commencé à réparer de petites choses dans la grande maison avant même que je ne remarque qu'elles étaient cassées, une charnière de placard desserrée, un robinet qui fuyait, une lumière de porche qui clignotait. Il m'a même appris à purger correctement les canalisations pour l'hiver. Sans que nous ne l'ayons jamais formellement convenu, sans jamais prononcer les mots à voix haute, je me suis retrouvé avec les parents aimants et bienveillants que la vie m'avait totalement refusé d'un côté et avait presque détruit de l'autre. Le tout premier travail que j'ai quitté a été l'emploi destructeur de saisie de données. J'ai envoyé un email et j'ai fermé l'ordinateur portable. Le travail au magasin de bricolage a duré exactement 1 semaine de plus, avant que je ne remette mon uniforme à mon détestable responsable, lui dise exactement ce que je pensais de ses méthodes de gestion et franchisse la porte avec un immense sourire aux lèvres.
Un après-midi, grand-mère Béatrice est venue me rendre visite. Elle m'a assis près de l'îlot de cuisine en buvant le café que Martha avait préparé. Elle m'a regardé avec son intensité sérieuse habituelle. Tu as passé assez de temps dans ta vie à servir les autres et à survivre avec des miettes, Julian, a affirmé Béatrice en croisant les bras sur le comptoir en granit. Je n'ai pas travaillé dans le conseil d'entreprise pendant 40 ans à bâtir une fortune simplement pour que mon petit-fils reste assis dans une maison au bord d'un lac à ne rien faire. Tu es intelligent. Tu es incroyablement résilient. Tu as survécu à leurs attaques. Une semaine plus tard, Béatrice m'a formellement prêté l'argent pour retourner à l'université et obtenir ma licence d'agent immobilier. Et oui, elle me l'a explicitement prêté. Elle n'a pas utilisé le terme de « fonds d'études ». Elle a appelé cela un investissement. Elle m'a fait signer un contrat en bonne et due forme avec un échéancier de remboursement strict et des taux d'intérêt. Quand je lui ai demandé pourquoi elle tenait tant à rendre ce prêt si officiel alors qu'elle venait de m'offrir une maison d'1 million de dollars, elle a souri d'un sourire rare et sincère qui a illuminé ses yeux, « Parce que j'ai besoin que tu me rembourses jusqu'au dernier centime, Julian. » A-t-elle dit doucement en touchant ma main. Pour que tu saches enfin, au plus profond de toi, que tu n'as pas seulement eu de la chance. Tu sauras que tu es pleinement capable de bâtir quelque chose d'incroyable par toi-même. Tu gagneras ton salaire. Tu mériteras ton élévation dans la vie. Et elle avait absolument raison. Je me suis plongé dans les cours d'immobilier avec acharnement. Il s'avère que survivre à des années d'extrême pauvreté, budgétiser méticuleusement chaque centime et faire face à un procès pour fraude vous rend incroyablement doué pour comprendre les finances immobilières et les contrats juridiques. J'ai commencé à gérer officiellement ma propre propriété au bord du lac, et peu à peu, d'autres résidents du quartier Ezedo Creek ont commencé à faire appel à mes services, principalement des couples âgés comme Thomas et Martha. Des gens qui voulaient simplement quelqu'un de profondément honnête et rigoureux pour s'occuper de leurs précieux investissements. J'ai bâti une entreprise prospère. 6 mois ont passé. Ma vie était paisible, productive et totalement débarrassée de tout drame familial. Et puis, le passé est venu frapper une toute dernière fois à ma porte. C'était un mardi après-midi au début de l'été. Le lac scintillait. J'étais assis sur la terrasse en bois en train d'examiner des contrats de clients lucratifs lorsque j'ai vu une voiture s'engager dans l'allée de gravier. Ce n'était pas la Porsche noire étincelante qui avait été saisie. C'était une vieille berline cabossée de 10 ans d'âge qui tout sautait et crachotait en se garant. Nathan est descendu de la voiture. Il avait l'air totalement méconnaissable. Il avait considérablement maigri, il était presque émacié. Sa coupe de cheveux soignée et coûteuse avait poussé de manière négligée. Ses vêtements semblaient froissés et bon marché, et il avait des poches sombres et lourdes sous les yeux. Il avait l'air complètement épuisé et totalement vaincu par la vie. Je me suis lentement levé, j'ai posé mes dossiers, j'ai descendu les marches en bois du porche et je suis allé à sa rencontre dans l'allée. Je ne l'ai pas invité à entrer. Nathan s'est arrêté à quelques pas, enfonçant ses mains profondément dans ses poches, semblant incroyablement mal à l'aise sous mon regard. « Julian » a dit doucement Nathan, sa voix ayant perdu toute sa résonance d'autrefois. Je suis venu voir si nous pouvions parler 1 minute. Je me suis appuyé contre la rampe en bois, croisant les bras, attendant dans un silence total. Il a détourné le regard, fixant le gravier sous ses chaussures usées. Les choses sont vraiment dures en ce moment, mec. Le divorce avec Victoria est prononcé. Les avocats m'ont pris presque tout ce qu'il me restait dans le règlement. Je vis dans un minuscule studio en ville. J'arrive à peine à m'en sortir avec mon salaire parce que les frais de justice me détruisent. Il a dégluti avec peine, forçant un sourire faible, pathétique et tremblant. Et la voilà, la véritable raison pour laquelle il avait fait tout ce chemin en voiture. Il n'était pas venu pour s'excuser. Il était venu implorer de la pitié. Je me disais, a dit Nathan en me regardant avec des yeux désespérés et suppliants, se dépouillant totalement de sa fierté, maintenant que les choses se sont calmées et que tu t'en sors si incroyablement bien avec ton entreprise immobilière. Tu pourrais peut-être réduire considérablement les mensualités du billet à ordre juste pour un petit moment, juste le temps que je me remette sur pied. Je me noie, Julian. Nous sommes frères. Je suis resté là à le regarder. J'ai attendu de ressentir quelque chose en moi, de la colère, de la satisfaction, de la pitié, ou cette vieille habitude profondément ancrée de céder pour faire plaisir aux autres à mes propres dépens. Je n'ai absolument rien ressenti, juste une indifférence calme et profonde. Il était devenu un étranger pour moi.
Le visage de Nathan s'est instantanément crispé, son ancienne colère éclairant brièvement son regard avant qu'il ne la réprime. Te souviens-tu avoir posté des photos depuis cette terrasse exacte, ai-je demandé en pointant derrière moi le magnifique lac scintillant. Pendant que je survivais avec des nouilles instantanées et que je marchais 5 kilomètres dans la neige. Te souviens-tu avoir menacé de dire à un juge fédéral que j'étais cliniquement fou? Nathan n'a rien dit. Il ne le pouvait pas. Il s'est contenté de fixer le sol. J'ai regardé directement dans les yeux de l'homme qui m'avait tourmenté toute ma vie, et j'ai asséné le coup de grâce final. Je vais te dire exactement ce que tu m'as dit dans ce café il y a 6 mois, Nathan, ai-je dit froidement en lui tournant le dos. C'est la dernière bonne offre que tu recevras. Paie exactement ce que tu as légalement signé. Chaque dollar en temps et en heure, sans remise, sans faveur fraternelle. Si tu manques un seul paiement, Maître Harrison fera exécuter la saisie sur tes comptes bancaires et tu seras à la rue. Les lèvres de Nathan se sont pincées dans ce rictus cruel et familier. Pendant une fraction de seconde, j'ai cru que l'ancien Nathan allait refaire surface, les insultes, la manipulation, la rage physique. Mais il n'avait absolument plus aucune arme à utiliser contre moi. Il n'avait plus aucun pouvoir. Il s'est simplement retourné, et monté dans sa berline bon marché et poussive, et est reparti. J'ai regardé sa voiture disparaître sur le chemin de gravier, devenant de plus en plus petite, exactement de la même manière que j'avais passé 28 ans à devenir de plus en plus petit dans son ombre. Et pour la première fois de ma vie, j'ai simplement refermé la porte d'entrée et j'ai souri, sachant qu'il ne viendrait plus jamais m'importuner. Hier, je rentrais chez moi en voiture après un rendez-vous très fructueux avec un client. Je roulais sur cette même autoroute urbaine où je restais autrefois à grelotter dans des bus sales et bondés quand j'avais 20 $ sur mon compte bancaire, terrifié par l'avenir. Aujourd'hui, je parcours cette route dans ma propre voiture, payée avec mon propre argent durement gagné. Je ne le fais pas pour que l'on me voie. Je ne le fais pas par vengeance ou pour prouver à ma famille qu'elle avait tort. Je le fais parce qu'aujourd'hui, après tout ce qu'ils ont essayé de me voler, je sais enfin exactement ce que je vaux. Et plus personne au monde ne pourra jamais me convaincre du contraire. Prenons un instant pour faire une pause. Merci d'être resté avec moi jusqu'ici. Vous êtes vraiment formidable. Nous parlons souvent de la famille comme d'un lien sacré et indestructible. Mais parfois, les personnes qui partagent votre sang sont celles qui sont les plus disposées à vous saigner à blanc pour leur propre confort. Trouver la force de s'éloigner, d'exiger le respect de sa véritable valeur et de bâtir une vie selon ses propres règles est le chemin le plus difficile mais le plus nécessaire que vous aurez jamais à emprunter. Avez-vous déjà vécu une situation similaire avec votre propre famille? Avez-vous déjà dû tracer une limite stricte pour protéger votre avenir et votre santé mentale? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne pas manquer la prochaine aventure. Restez fort.